Et voilà. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Et donc en fait, il a obtenu ses 11% au municipal de 2014. Et donc il a pu se maintenir au second tour avec sa liste. Et ils ont finalement eu 9% et quelques. Ça fait que du coup maintenant, il fait partie du conseil municipal de Bordeaux en tant qu'élu d'opposition. Donc sa premier mandat politique au final, quoi. Voilà, ça c'est un peu son parcours. Allez, je me dis que dans 10 minutes, je lance la vidéo. Même pas. Et donc, du coup, je vais juste vous parler en deux mots quand même de qu'est-ce que c'est que le NPA. Donc, le NPA, donc parti d'extrême gauche, qui s'appelle le Nouveau Parti Anticapitaliste. Comme je vous disais avant, en fait, c'est issu de la LCR, donc la Ligue communiste révolutionnaire, qui est un vieux parti qui existe depuis. Oh, j'ai pas la date exacte, mais je pense que ça a dû se créer dans les années 70, je pense, 60-70, la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire. Donc, c'est. La LCR, si vous voulez, c'est un parti trotskiste. Alors, qu'est-ce que c'est que le trotskisme? Je vais essayer de vous le définir rapidos. Il y en a qui doivent connaître, d'autres peut-être pas, je sais pas. En gros, le trotskisme, ça vient de Léon Trotsky, qui était du coup un homme politique russe enfin, qui a vécu la révolution russe de 17, qui a fait partie du parti bolchevique, etc. Tout ça. Et qui était en fait, à la mort de Lénine, un des opposants majeurs de Staline au Parti communiste. Pourquoi? Parce que du coup, Trotsky, c'était quelqu'un qui critiquait notamment l'absence de démocratie et de liberté au sein du Parti communiste et la bureaucratie stalinienne qui était en train de se mettre en place autant dans le parti qu'en URSS et qui verrouillait un peu tout, etc. Ce qu'on connaît, hein, cette espèce de système soviétique hyper autoritaire, hyper froid, hyper bureaucratique avec des process très 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 rigides. Et donc Trotsky, c'était un des critiques majeurs de ça. Il a fini par être exclu de Russie, enfin il a fini par être banni en fait, enfin il a dû se barrer quoi, à cause de ça, parce que bon, il y a un moment donné, Staline, faut pas trop le critiquer. Bon après, je vais pas rentrer dans les détails, il faudrait que je fasse une émission spéciale Trotsky, mais c'était pas non plus un enfant de cœur, hein, faut pas se dire que. Enfin, c'est un type, potentiellement, s'il avait eu le pouvoir, il aurait aussi pu faire des trucs un peu crades. Mais en tout cas, il a tenu ce discours critique-là face au stalinisme. Euh, et aussi, il y a un autre truc qui est important en fait sur l'opposition. En fait, Staline tenait des discours de plus en plus nationalistes. Il parlait notamment, il avait inventé un concept qui était le socialisme dans un seul pays, qui disait qu'en gros, bon bah si les autres pays sont pas prêts à se mettre euh, à la révolution communiste, etc. C'était pas grave. En fait, l'URSS pouvait vivre en vase clos avec une économie autarcique, etc. Et ça s'appuyait aussi sur un discours nationaliste. Et face à ça, Trotsky, lui, il réaffirmait ce qui est un peu aussi une des essences aussi de base du mouvement communiste, qui est l'internationalisme. C'est-à-dire de dire aussi que, et il avait parlé de concept de révolution mondiale, c'est-à-dire que non, en fait, on ne peut pas vivre en autarcie économique, il y a une nécessité d'échanges économiques internationaux, mais pour autant, dans les autres pays qui n'ont pas encore vu les révolutions communistes émerger, il faut aller porter cette parole-là, il faut, entre guillemets, faire en sorte que les ouvriers du monde entier renversent le pouvoir et faire en sorte que les classes sociales n'existent plus au niveau mondial, sans quoi le régime communiste en URSS il serait toujours menacé. Pourquoi? Parce qu'il y aurait de la bourgeoisie dans d'autres pays qui serait toujours potentiellement à un moment donné en tête de vouloir faire du contre-pouvoir dans l'URSS, et aussi parce que si l'URSS fonctionne en vase clos, le risque c'est que en se privant de certains échanges économiques, il prendrait du retard et qui pourrait aussi, par exemple, se développer moins vite que d'autres pays et d'être menacé militairement, etc. Voilà, un petit peu en gros la position de Trotsky. Et en gros, pour reporter ça en France, en fait, le PCF, le Parti communiste français, c'est un parti qui a mis très longtemps à critiquer le stalinisme. Pendant longtemps, ils étaient sur une ligne assez proche, et donc on a vu émerger
des mouvements, des mouvements communistes révolutionnaires qui s'inspiraient du trotskisme, c'est-à-dire qui se basaient sur la critique du stalinisme, qui ont été créés, notamment la LCR, et l'autre qui est très connu, du coup, c'est Lutte ouvrière. C'est les deux partis principaux trotskistes en France, même si, et après, voilà, je vous les ai résumés très rapidement. C'est très incomplet, mais c'est pour faire rapide parce qu'on fait pas une émission là-dessus. À savoir qu'il y a plein de courants différents dans le trotskisme. C'est très très long à expliquer. Mais en gros, voilà, c'est un petit peu ça, le fondement idéologique de ça. Et donc, la LCR a existé pendant longtemps en France. Notamment, elle a été pas mal popularisée par Olivier Besancenot qui a été candidat en 2002 et en 2007 aux élections présidentielles en France. Il a déjà eu des résultats qui sont pas mal du tout pour l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'il a fait du 4,5%, je crois, des trucs comme ça. Et ce qui était fou, c'est que par exemple en 2002, Besancenot il a fait 4,5%, et Arlette Laguiller, qui était l'autre candidate trotskiste, a fait 5,5%. Ça fait qu'on avait 10% des Français qui votaient pour des courants trotskistes, ce qui paraît assez ouf aujourd'hui, quoi. Donc voilà, en gros un petit peu ce truc là. Donc c'est un parti qui forcément est favorable au renversement de l'État et du capitalisme, parce qu'il part du principe qu'il n'est pas possible de mettre l'État et les institutions actuelles au service d'une transformation politique et sociale, et donc du coup il faut qu'on les renverse pour fonder des nouvelles institutions au service et sous le contrôle des travailleurs, des travailleuses de la population, et l'idée d'en finir avec l'exploitation, avec la propriété privée, des moyens de production, etc. Voilà rapidos. Un petit peu le truc. Voilà. Il me reste 5 minutes sur le temps que je me suis dit avant de lancer le débat, c'est parfait, j'aurai le temps à peu près de dire ce que je voulais. En fait, il faudrait dire que donc pourquoi la LCR c'est devenu le NPA, parce qu'en gros, à un moment donné, en créant le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, l'idée c'était de créer un parti qui était ouvert un peu plus pour essayer de créer des alliances avec d'autres mouvements d'extrême gauche, etc. Ça a très bien marché, donc ça a été créé en 2009. Il y a eu un bon élan, c'est-à-dire qu'au moment de la création, il y a eu 10 000 membres qui étaient dedans, ce qui pour une organisation politique classé à l'extrême gauche, c'est assez considérable. Et en plus, voilà, ça a marché aussi, ça surfait plutôt bien sur les résultats précédents de Besancenot à LCR, etc. Mais par la suite, ça s'est un peu dégradé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de membres qui se sont barrés petit à petit. Pour différentes raisons. En fait, pendant les années 2010, début des années 2010, il y a le Mélenchon qui a créé le Front de gauche et le Parti de gauche. Le Front de gauche, c'était quand même l'idée de justement de faire une alliance de partis de gauche qui se démarquait du PS. Et il y a certains membres du NPA qui voulaient en fait qu'il y ait des rapprochements, et il n'y en a pas eu. Donc du coup, il y en a un certain nombre qui se sont barrés au Front de gauche, ou en tout cas qui n'étaient pas très contents que le NPA fasse toujours cavalier seul. Et donc du coup il y a pas mal de gens qui sont partis. Et plus récemment c'est l'inverse. C'est-à-dire que la ligne la plus radicale du NPA, la plus à gauche, a quitté le parti parce que ces dernières années il a commencé à avoir certains, notamment au municipal de 2020, pardon, il y a eu quelques accords LFI NPA, ou en tout cas voilà, il y a eu quelques rapprochements qui ont été faits, et il y a des gens à qui ça n'a pas plu, ce qu'on peut comprendre aussi, parce que il y a des positions, et ça je vais pas en parler maintenant, on en parlera pendant le débat, il y a des positions qui sont très différentes entre la France Insoumise et le NPA, quoi. Et donc en fait ils se sont barrés aussi parce qu'il y a Anas Kazib, c'est un candidat qui s'est déclaré au sein du NPA pour les présidentielles, sauf que la direction du NPA était plutôt pro-Poutou, et donc du coup il s'est barré avec 300 membres, et ils sont dans un courant qui s'appelle Révolution Permanente, que vous connaissez peut-être. Je vais juste vous mettre le lien de leur site, c'est un média aussi en ligne, ça vous permettra de voir qui c'est. Anas Kazib, je sais pas si vous le connaissez, on l'a vu pas mal à la télé ces dernières années. Égalisation, non, il n'y a pas vraiment eu de primaire au NPA. Enfin, il y a des votes en interne. Enfin, on pourrait dire ça comme ça. Mais au final,
Je veux pas te dire de bêtises parce que je suis pas membre et que je sais pas exactement comment ça se passe, même si je connais des gens qui y ont été ou qui y sont peut-être encore, d'ailleurs, je sais plus. Je vous mets le lien de Révolution Permanente en tout cas. Bref, il y a une ligne un peu de gauche, encore plus radicale que la ligne du NPA classique, qui ont l'impression d'être un peu poussés sur la touche par la direction. Donc du coup ça a un peu fait une sale ambiance, et donc finalement ils se sont cassés, et Anas Kazib il est en train de monter sa campagne de son côté. J'ai vu là qu'il avait déjà une centaine de signatures de maire, donc c'est pas impossible qu'on se retrouve avec peut-être 3 candidats trotskistes à l'élection présidentielle, ce que moi je trouverais stylé, parce qu'on va être obligé de leur donner du temps de parole, et donc ils vont avoir le temps de développer leurs idées, etc. Et ouais, donc si ça vous intéresse, Anas Kazib, c'est un mec qu'on a entendu parler, il est passé pas mal à la télé pendant les mouvements de cheminots, etc. Parce que lui-même est cheminot, il est syndicaliste à la SNCF. Voilà. Voilà, en gros, en 2 mots, un peu. Donc du coup, c'est pas la meilleure situation à NPA, parce que du coup, ils ont perdu pas mal de gens récemment, il va avoir... une autre candidature. Bon, après, là j'ai entendu Anas Kazib récemment, il était pas en mode, il dégommait pas Poutou, hein, il a pris, notamment il l'a soutenu sur certains discours récents qu'il a tenus, mais c'est pas tout à fait la même ligne, bref. Donc j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais je vais pas le dire maintenant, on va commencer le débat, et comme ça, petit à petit, je pourrais faire des petites pauses pour rebondir sur ce qui est dit, etc. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir de vous expliquer tout ça si j'en suis capable. Ah, et bah tiens, je vous mets un lien. Là, j'ai un article sur le dernier meeting d'Anas Kazib avec un peu ses programmes, etc. Tout ça. Je vous le mets, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Et tac, on va commencer l'interview de Philippe Poutou à Mediapart. Donc ça va être cool aussi d'avoir des journalistes un peu de qualité qui posent des questions chouettes avec un positionnement plutôt de gauche. Ça va faire un peu du bien aussi. On se lance si ça vous va. Libre. Vous êtes donc candidat à la présidentielle pour le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Avec moi pour vous questionner, Mathilde Gohanec du service politique et Cécile Auteuil du service économie et social. Vous avez 54 ans, c'est votre 3e candidature. Vous allez nous dire pourquoi vous vous représentez, à quoi ça sert, comment vous comptez peser compte tenu du contexte politique actuel. Avant cela, quelques questions d'actu, et on a choisi des images qui ont marqué le week-end, celles des commémorations du massacre de centaines d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Les images du préfet de police de Paris, Didier Lallement, déposant une gerbe de fleurs pour commémorer une répression sanglante ordonnée par son prédécesseur Maurice Papon. Une image inédite, moins inédite, mais nous laissant toujours aussi perplexes, des manifestants bloqués, empêchés par les policiers dirigés par le même préfet Lallement d'accéder au même pour leur commémoration à eux, leur traditionnel lancer de roses. La veille, c'est le président de la République qui commémorait ce massacre. Lui était au pont de Bezons, près de Nanterre, d'où étaient partis des manifestants algériens en 1961. Emmanuel Macron s'est recueilli et n'a rien dit. L'Élysée a publié un communiqué avec cette phrase habile : « Les crimes commis cette nuit-là sur l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République ». Pas d'excuses, pas de demande de pardon, pas de reconnaissance d'un crime d'État, pas même le mot police dans le communiqué de l'Élysée. Est-ce qu'il faudrait reconnaître ce massacre comme un crime d'État ? Philippe Poutou. Ah, ça commence comme ça. Ouais, ça commence comme ça. Ça commence dans le vif. Bon, du coup, là c'est super intéressant parce que sur l'interview précédente, il y a eu une question similaire qui a été posée à Anne Hidalgo. Donc là, on va pouvoir tout de suite voir comment lui se positionne par rapport à Hidalgo. Je précise juste avant de commencer, par souci d'honnêteté et de transparence, bon, je pense que c'est... Vous avez à peu près compris, hein, à mon avis, je le cache pas trop, mais moi, la ligne politique de Poutou et de Anas Kazib, c'est la ligne politique qui me parle le plus, et c'est le courant qui est le plus proche de mes idées. Donc je ne suis pas du tout objectif, comme de la même façon, je n'étais pas du tout objectif face à Anne Hidalgo, que j'apprécie très peu comme le PS. Voilà, je préfère le dire.
je vais pas me présenter comme étant objectif et neutre parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Nous on pense que oui, évidemment, sans hésiter, c'est un crime d'État, toute la guerre coloniale, il y a le 17 octobre et puis tous les massacres qu'il y avait avant. Et on comprend quand même que Macron et l'État aujourd'hui aient des difficultés à le reconnaître, puisqu'en fait, il y a toujours, on n'a jamais rien réglé du passé colonial, et puis on sait que ce passé colonial, il demeure quand même aujourd'hui sous des formes différentes, mais aujourd'hui on est dans des rapports de domination néocoloniale, et donc on est toujours là-dedans, et c'est évident que l'État, il n'est pas dans la capacité de s'excuser de quoi que ce soit, puisqu'en fait, il justifie toujours encore un peu l'oppression des peuples en Afrique, et y compris donc en Algérie. Mais quand il était candidat, Emmanuel... Bon bah là on voit tout de suite la différence avec Hidalgo qui est bégayé quand elle a évoqué la colonisation, qui disait oui bon on peut quand même pas parler de crimes contre l'humanité, enfin sous-entendu il y a aussi des choses bonnes à la colonisation. Là Poutou lui il prend un parti qui est beaucoup plus critique à cet égard-là d'une part, et d'autre part ce qui est intéressant c'est que lui met en avant le fait qu'il y a des processus actuellement dans la société, à l'œuvre, qui sont une certaine poursuite de la colonisation qui porte pas son nom. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas forcément... l'État français, en dehors des dom-tom, en fait, est circonscrit à l'Hexagone, et les pays africains sont, entre guillemets... indépendant politiquement, mais par exemple il y a toujours une politique qui est menée notamment en soutenant des intérêts économiques français et des intérêts militaires français dans un tas de pays d'Afrique qui continuent à jouer ça continue à avoir un impact géopolitique sur la vie des populations, etc. Et ensuite aussi sur ces populations immigrées qui arrivent en France. Quand elles arrivent en France, il y a toujours un imaginaire, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la pensée de colon au sein de la conduite de l'État vis-à-vis de ces gens-là, et notamment aussi dans les institutions policières, quoi. Macron il est allé en Algérie expliquer que dire que la colonisation, que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité. Pourquoi est-ce que là, à votre avis, il ne peut pas aller dire que, il ne peut pas reconnaître ce massacre comme un crime d'État? C'est quoi qui bloque, à votre avis? Je ne sais pas, je ne suis pas trop dans sa tête, mais en fait Macron il est comme ça tout le temps. Il dit un peu tout, un truc dans un sens qui peut paraître un peu progressiste, et puis de suite après il va faire un truc hyper réac, hyper arrogant, hyper méprisant. Enfin voilà, on peut penser qu'ils sont dans des stratégies, tout est calculé de toute façon. Et puis c'est vrai que Macron, depuis qu'il est au pouvoir, on voit bien qu'il est beaucoup préoccupé par l'ambiance réactionnaire, il regarde beaucoup du côté de la droite, de l'extrême droite, et puis on sent bien que tout son positionnement est lié par rapport à ça. Donc en fait, et puis on suppose qu'il y a toute une com autour en disant voilà, tu peux dire ça, puis dans quel ordre on met les mots, crime inexcusable de la République, donc crime inexcusable, donc sans excuse, vous l'avez dit, donc voilà, donc tout est calculé, mesuré. Bon, c'est un peu aussi la vie politicienne qui est comme ça, quoi. Alors, c'est pas psychologique en fait, c'est très politique, parce que c'est très politique. Même si lui il apparaît un peu fragile psychologiquement des fois. Emmanuel Macron. C'est vrai que mais même ce que vous avez parlé de ce qu'a fait l'Allemand là, il va poser sa gerbe sur le pont et le lendemain il interdit aux manifestants de le faire. Donc on sent bien quand même. L'Allemand, c'est le préfet de police de Paris, pour ceux qui ne sauraient pas, qui a une réputation d'être particulièrement actif dans la répression et avec une position très droitière quand même de la gestion policière. Et donc qui était à la base, je ne sais plus dans quelle ville, et qui a été parachuté à Paris, justement quand la crise des Gilets jaunes a éclaté, parce qu'il voulait un préfet de police qui avait entre guillemets la poigne de fer aussi pour mater le truc, quoi. Voilà. Même le mépris profond qu'il y a de la population, le foutage de gueule, quoi, le foutage de gueule, et puis derrière, ils gèrent au mieux leurs propres intérêts, et puis c'est vrai encore une fois qu'ils sont dans le fond, il y a quelque chose qui est quand même très cohérent, c'est le mépris des peuples et des populations, et notamment en ce qui concerne donc la guerre coloniale et les massacres contre les Algériens.
Alors, on va rester sur la question des violences policières, puisqu'après tout, ce qui s'est passé le 17 octobre 61, ça correspond à la définition de violence policière. Vous vous êtes retrouvé la semaine dernière dans une polémique sur les violences policières. Tout a commencé avec les propos d'un élu municipal insoumis à Cachan sur l'armement de la police municipale. Je croyais que le but de la police, c'était de protéger la population. C'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer. Parce que c'est ça la signification en bon français courant. Voilà, merci. Sur France Info, on vous a demandé de réagir. Ça paraît encore une fois assez raisonnable de dire ça, il pourrait même le dire plus méchamment. Oui, la police tue, évidemment la police tue. Steve à Nantes... Steve Maillet à Nice. Ouais, à Marseille pendant les manifs Gilets jaunes, une dame qui fermait ses volets, Rémi Fraisse il y a quelques années, et puis je crois qu'il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Votre phase ferait réagir jusqu'au gouvernement, puisque le lendemain, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce déposer une plainte contre vous pour... Ouais, alors à ce sujet-là notamment, il y a une... si vous avez Facebook, enfin en tout cas il y a un mouvement militant qui s'appelle Urgence notre police assassine, je crois que c'est ça le terme, le nom, et qui recoupe toutes les agressions et les meurtres commis par la police dans les quartiers populaires, et effectivement il y en a beaucoup qui sont pas du tout médiatisés, qui se passent chaque année, ouais c'est ça, c'est entre 10 et 15 selon les années, voilà. Dit-il défendre l'honneur des policiers. La machine médiatique s'emballe et vous êtes invité à vous expliquer sur BFM. L'ambiance sur le plateau, ça ressemblait à ça. Ce soir, je découvre que je suis pas juste syndicaliste policier, que je suis pas juste policier, je suis un meurtrier, monsieur. Les mots ont un sens, la police tue. Dans quelles conditions elle tue la police ? Vous savez, monsieur Poutou, vous savez ce qu'on va faire ? On va vous mettre en tenue d'uniforme. On va vous désarmer, parce que, bien entendu, une arme létale, non létale ou intermédiaire, le policier, il n'en a pas besoin si on écoute un petit peu votre vision du terrain et de la police. Et puis vous nous ferez un retour d'expérience. Alors justement, Philippe Poutou, vous laissez entendre que la police tue délibérément. C'est le cas ? C'est pas ça, mais non, là, c'est vous qui rajoutez délibérément. La polémique nourrit les programmes de la chaîne pendant le week-end. Philippe Poutou qui réitère ses propos. On est plus dans une démarche de l'extrême gauche très anti-flic. Est-ce que Philippe Poutou, il faut le faire taire, il faut lui répondre Ah bah oui. Et les journalistes de la chaîne font aussi réagir les politiques. Je pense d'ailleurs qu'il contribue honnêtement à la montée de tension d'une partie de la population à l'égard de la police. Qu'il y ait des violences policières, c'est une évidence. Qu'on dise de l'autre côté, la police tue, la police est raciste, pour moi, c'est pas ce que je pense. Mais franchement, est-ce que dès qu'il y a une expression, y compris qu'on conteste dans les débats publics, on va devant la justice ? C'est devenu ça, la France du débat politique ? Alors là c'est intéressant, voilà. Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui, vous connaissez probablement tous et toutes, je pense, ou presque, Usul, qui fait une émission hebdomadaire ou sur des questions politiques et tout. Et il a fait un truc sur Poutou aujourd'hui, et je suis été très d'accord avec ce qu'il disait. Je vais vous la mettre tout de suite. Tac. Si on tape Usul Poutou, on va trouver, je pense. Voilà. À quoi sert une candidature Poutou ? On va pas la regarder maintenant, hein, mais je vous la mets dans le chat si ça vous intéresse. Tac. Et donc ça c'est voilà. À quoi sert une candidature Poutou ? Et parce que par exemple des gens, moi j'ai des potes qui sont assez fans de Mélenchon, qui veulent le voir président, qui sont à fond dans la France insoumise et tout ça, quelques-uns, qui apprécient pas trop le fait que, enfin, qui disent en gros ouais Poutou on l'aime bien, mais ça fait chier qu'il se présente parce qu'il va faire 1% et demi, et c'est 1% et demi qui irait pas à Mélenchon ou je sais pas quoi. On peut calculer les choses comme ça. On peut aussi se dire que en fait dans un débat politique et médiatique qui est saturé par les polémiques de droite, d'extrême droite,
qui pue la merde, quoi. Et ben en fait, un type comme ça qui arrive et qui dit tranquillement, sans sourciller, oui, la police tue, ça engendre une réaction une cascade de réactions en chaîne. Alors évidemment que la plupart des gens s'indignent, puisque c'est des médias qui sont plutôt conservateurs, là, donc qu'on nous a montré, et donc évidemment ils pensent que non, la police elle tue pas, et que la pauvre ils font bien ce qu'ils peuvent, et voilà. Mais en attendant, on parle quand même des violences policières à ce moment-là du débat. Et ça nous permet aussi, par exemple, de voir comment des candidats de gauche plus modérés se positionnent vis-à-vis de ça. Par exemple, Jadot, est-ce qu'il est clair là-dessus ou pas ? Quelle position il prend là-dessus ? Et je trouve que ça, c'est aussi un intérêt de Poutou. Et c'est pour ça que je disais que moi, je serais très content si même s'il y avait Nathalie Arthaud et Philippe Poutou et Anas Kazib qui étaient tous les trois candidats et qui pouvaient valider leur candidature, parce que arrivé à quelques semaines de l'échéance, on va avoir aussi un temps d'antenne qui va leur être accordé, qui doit être égal à ceux des autres candidats, et donc en fait on va pouvoir entendre des gens qui tiennent des propos comme ça qu'on entend jamais ou très rarement dans les médias, ou en tout cas affirmer aussi clairement, ça arrive quasiment pas, c'est toujours avec de l'euphémisme, avec de la modération et tout ça, et ça fait du bien. Et pour reprendre par exemple l'exemple de 2017, pendant je me souviens par exemple du débat politique, enfin du débat... vous savez, le débat quand il y avait les 11 candidats en même temps, et ben ils avaient tous le même temps de parole, et donc en fait, plus il y a aussi des petits candidats d'extrême gauche qui vont peut-être pas avoir beaucoup de voix, et plus on entend aussi des idées comme ça. Et par exemple, Poutou, il était allé les pieds dans le plat, il avait dénoncé la corruption de Fillon, la corruption du OFN, etc., les affaires, les magouilles au niveau de l'argent public qui est détourné et tout ça. Et en fait, ce qu'il fait là, ça sert d'une certaine façon, par exemple un type comme Mélenchon, qui du coup lui, les médias passent son temps à le classer à l'extrême gauche alors qu'il n'est pas si radical que ça, et à côté d'un type comme Poutou par exemple, ou d'une Nathalie Arthaud, il paraît modéré, donc lui ça rassure aussi une partie de l'électorat d'une part, et puis lui comme ça, il n'a pas besoin d'attaquer les autres candidats de droite, il peut dérouler son programme. Donc en fait, d'une certaine manière, il y a aussi il ne faut pas croire nécessairement que ces petites candidatures-là sont nécessairement quelque chose qui vont impacter négativement des candidats de gauche qui ont, comme par exemple Mélenchon, mais ça pourrait être d'autres personnes, hein, mais en tout cas qui ont une visée électorale. À savoir aussi qu'il y a des gens qui votent NPA qui ne peuvent pas blairer Mélenchon. Et ça, on en parlera plus tard. Je crois qu'il y a une partie du débat où il pose la question de qu'est-ce qui les sépare, et je pourrais en parler. Poutou, alors il y a Dr Raoult qui dit, Dr Raoult, je suppose que c'est pas le vrai. Poutou, il est gentil, son image, je pense que Arlette Laguier se faisait mieux entendre. Oui, bon, après Arlette Laguier, bon, elle est un peu âgée maintenant, elle va pas revenir. Après, oui, par exemple, si tu veux, moi je trouvais meilleur, pour rester sur l'idée du NPA, Besancenot, il est meilleur à l'oral qu'un Poutou, je suis d'accord. En attendant, Poutou, il dit quand même les choses, et il a un intérêt, et ça on va le voir aussi plus tard, c'est qu'il peut parler de sa vie à lui, sa vie d'ouvrier, son vécu à lui, et ça c'est intéressant aussi, quoi, pour le coup. Bon, bref, je relance. Mais c'est sûr que Poutou, c'est pas le mec qui attaque la bave aux lèvres les gens. Non, en attendant, ça enlève pas la radicalité de son propos. Mais sur son attitude, c'est clair qu'il n'est pas très agressif, quoi. Alors, question simple, est-ce qu'on peut critiquer la police en France ? Là, visiblement, c'est difficile. C'est vrai que la réaction, quelques heures après, donc c'était un mercredi soir, et le jeudi matin, Darmanin dit déposer plainte. Donc on voit aussi la qualité du débat, quoi. En fait, c'est impossible de débattre. Et puis voilà, c'est la condamnation. Enfin, la condamnation dans le sens où il y a la menace, et puis derrière, effectivement, c'est la justice, quoi. Donc, mais ça, c'est pas surprenant, parce qu'en fait, c'est pas le pire. Là, on voit dans un échange, dans le cadre d'une campagne, où c'est difficile, mais la réalité, c'est dans la rue, quoi. Et dans la rue, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les manifestations, c'est pire, parce que là c'est gazage, matraquage, tir de LBD, et puis on le sait, hein, c'est à la fois énormément de personnes qui sont blessées,
quelques personnes qui sont tuées, et puis après derrière c'est garde à vue, c'est de la prison, pas mal de dizaines, même de centaines de manifestants qui ont fait de la prison. Donc voilà, c'est ça la situation aujourd'hui, c'est qu'en fait on voit bien derrière ce que fait Darmanin, même si ça apparaît complètement idiot de sa part, parce qu'en fait ça fait le mec a rien calculé du tout, il se plante. D'ailleurs, est-ce qu'il va vraiment porter plainte? Là il est un peu comme un con, parce que s'il le fait, jusqu'où il va, et puis là il y a quand même des probabilités qu'il ne le fasse pas, quoi, tout en silence, comme il a déjà fait d'ailleurs visiblement. Il a déjà menacé de porter plainte et il ne le fait pas. Là, c'est fou aussi de voir l'impact des syndicats, enfin l'influence des syndicats policiers. Poutou dit ça, enfin Poutou dit la police tue. Je crois que c'était le soir, dès le lendemain matin, il y avait des syndicats policiers qui étaient invités sur tous les médias pour dire l'inverse, enfin évidemment pour dire à quel point c'était terrible, etc. Et en fait, il y a un syndicaliste, je sais plus lequel policier, qui a dit à Darmanin c'est inadmissible, faut porter plainte. Et bah dans l'heure qui a suivi, Darmanin porte plainte. Alors évidemment, je pense que Darmanin globalement, il apprécie pas Poutou et que foncièrement ça lui pose aucun problème de porter plainte là-dessus. Mais quand même, on voit que il est la force qu'ont les syndicats policiers sur le politique. Et ça s'explique aussi notamment parce que les syndicats policiers, ils ont énormément d'adhérents. Et que on a vu ces dernières années qu'il y a eu des mouvements sociaux qui étaient très virulents, et que si les flics étaient pas là, le gouvernement il se serait fait péter la gueule, quoi. Et donc ils ont aussi conscience que leur pouvoir il tient parfois qu'à ça, et ça donne un pouvoir, une marge de négociation et d'influence qui est très importante aux syndicats policiers. Je lis juste le chat 2 secondes avant de relancer. Et surtout contre les méchants. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Vous n'avez pas de nouvelles en tout cas? Non, nous on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas, mais on est un peu habitué. Fillon avait fait ça il y a 5 ans. Il avait dit c'est de la diffamation, je vais porter plainte. Et puis en fait, il a dû se rendre compte que c'était pas si diffamant que ça. Et là, Darmanin, ça va être ça aussi. Où est l'injure? Où est l'indignité? Donc du coup, mais c'est vrai que pour revenir à la réalité de la répression, c'est pas juste de l'intimidation comme ça. C'est vraiment un rapport physique, quoi. C'est une politique répressive qui se perfectionne. Et on est vraiment dans cette société là, quoi, très policière, et puis derrière le très policier, puisqu'on voit que la police elle est quand même les syndicats policiers sont pour certains en tout cas bien sous contrôle de l'extrême droite, même y compris d'idées fascistes, d'idées nazies, puisqu'en fait on sait, ça a été dit quand même dans pas mal de médias, dans les locaux des syndicats de police, il y a pas mal de signes de ces idées-là, quoi. Donc on est dans ce rapport-là, et on voit bien en fait une volonté de faire taire, une volonté d'écraser toute forme de contestation, et on peut faire le lien avec les politiques ultralibérales et puis de tous les reculs sociaux qui sont assez brutaux aujourd'hui. Donc voilà, on est là-dedans. Donc franchement, sur un plateau télé, ce qui se passe, c'est ce qu'il y a de moins grave, mais ça illustre bien la période dans laquelle on se trouve. Mathilde. Et sur ces différentes polémiques ou problématiques autour de la police, finalement, on fait émerger récemment des sujets intéressants de débat, si le débat est possible, notamment sur la question de l'abolition de la police, la question de la transformation profonde de la police, puisque des problèmes systémiques semblent exister. Est-ce que vous avez choisi aussi de travailler sur cet axe-là, c'est-à-dire au-delà de la dénonciation, un peu de proposition sur le sujet? Bah oui, parce que déjà c'est intéressant de discuter parce que là la police, quand on dit la police tue ou la police violente agresse, c'est pas une police complètement autonome. On voit bien qu'il y a quelque part une sorte d'autonomisation politique de la police. D'ailleurs, le rapport entre le gouvernement et le pouvoir et la police, c'est intéressant à voir comment ça évolue, parce que le gouvernement il est tellement discrédité qu'il lui reste plus que la police ou des forces de l'ordre pour pouvoir le tenir. On se dit, on l'a vu avec les gilets jaunes d'ailleurs, la grosse panique qu'il a eu. Donc il y a ce rapport-là, une difficulté. Mais après on sait que la police, elle est de toute façon c'est une institution au service de l'ordre tel qu'il est. Donc force de l'ordre, c'est pas juste des délinquants ou des manifestants, c'est qu'il y a vraiment un ordre social à faire respecter. Donc on sait que la police est une institution politique, comme la justice d'ailleurs, qui sert à faire que les dominants dominent, et puis que les dominés soient dominés ou se taisent quand ils osent contester. Donc c'est un instrument de contrôle social, c'est pas pour hasard qu'on dit les forces de l'ordre, L'idée c'est qu'ils protègent l'ordre, donc effectivement oui. Si l'ordre c'est des dominants qui dominent, effectivement, par extension les
la police permet que ces dominations perdurent. Donc oui, effectivement. Le problème de l'abolition de la police, ou en tout cas le problème de la transformation de la police, c'est tout simplement la question de la transformation de l'État. On a un État au service des capitalistes, au service des dominants, au service des plus riches, et donc du coup, tout ça, justice, police, État, comment on gère cette question-là? Donc nous, on est persuadés que c'est des machines qu'il faut broyer, qu'il faut détruire, quoi, et puis reconstruire. Si on veut un monde plus juste, sans oppression, sans exploitation, ça pose le problème de transformer profondément ces institutions-là. Donc là, ça n'a rien à voir d'individuel, parce qu'on a vu les policiers qui on me traite de meurtrier et tout ça. En plus, ils font un peu les naïfs ou les innocents, mais c'est vrai qu'ils sont. C'est parce pas ça que vous dites. Non, on dit c'est pas. De toute façon, on n'attaque pas individuel. On sait qu'il y a des flics fachos, on sait qu'il y a des flics racistes, on sait qu'il y a des flics qui sont très contents de taper sur des manifestants. Et ça, des flics qui font bien leur travail. Et heureusement, et puis même heureusement, moi sinon, si je sortais dans la rue, si j'avais que des policiers qui étaient agressifs envers moi, non, c'est pas le cas, parce qu'en fait, mais c'est vrai qu'on voit dans les sondages de vote et tout ça, on est un peu inquiet quand même, parce que ce sont des institutions qui sont bien dominées par une idéologie plutôt réactionnaire et très réactionnaire, donc on est là-dedans, mais après c'est pas un problème. Effectivement, là c'est intéressant, et on voit aussi que là on voit le fait que il fait partie d'un mouvement d'extrême gauche où on pense, en fait, on analyse les choses par système. Et donc en fait là l'idée c'est pas de parler des policiers en tant qu'individus, mais c'est de les parler d'eux en tant que membres d'un groupe social qui a une fonction très particulière et faisant partie d'une institution qui a des processus, qui a des missions, qui a une façon de former les gens, de les former aussi idéologiquement, de les mettre dans l'espace public qui est bien particulier. Et donc en fait, c'est pas en fait les libéraux ne comprennent rien, parce que quand on leur dit la police tue, ils répondent oui, faut pas dire que tous les policiers c'est des tueurs ou qu'ils sont tous méchants ou que truc. En fait, parce que eux ils réfléchissent en termes d'individus, alors qu'en fait il faut réfléchir en termes de système, et qu'en fait c'est pas foncièrement seulement l'individu qui va compter, mais c'est le contexte dans lequel on va le mettre. Et donc par exemple, dans la police, on va mettre des gens qui vont être armés, avec des temps de formation qui sont très peu longs, qui n'ont pas du tout été sensibilisés à tout un tas de types de domination qui existent dans l'espace public et qui ne le comprennent même pas. On parle par exemple des dominations sexistes, etc. Et en plus, dans une institution qui est relativement indulgente vis-à-vis des membres des flics qui tapent un peu trop fort, des gens qui n'ont rien demandé. Déjà, il y a tout ça. Et en plus, après, effectivement, et là c'est ce qui sous-entend, il parle des intentions de vote des flics. Il faut savoir que là, il faudrait regarder les derniers sondages, mais chez les flics, on était à... Alors déjà, en 2017... d'après donc là c'est pas des intentions de vote, c'est ce que les gens ont déclaré avoir voté. Il y a eu une enquête auprès des policiers, d'un groupe de policiers, et il y avait 51% de l'effectif qui avait voté Le Pen dès le premier tour. Donc c'est une proportion qui est excessivement supérieure à n'importe quel autre corps de métier dans la société. Donc ça veut quand même dire quelque chose, quoi, qu'il y a des idées qui sont là-dedans, enfin qui circulent dans ces institutions, qui sont quand même qui commencent à être solidement ancrées, quoi, et qu'on combat pas de l'intérieur visiblement. Individuel, c'est donc du coup un problème politique qui nous est posé, et d'une police ou après d'une armée aussi, qui sert à quoi? Qui sert à défendre l'ordre tel qu'il est, quoi. Donc est-ce que, en disant, si le but est d'ouvrir un débat sur la question des violences policières, de les faire reconnaître par le plus grand nombre pour que le système change, est-ce que comment vous faites pour être audible? Si vous dites en disant la police tue, même si c'est factuellement vrai, est-ce que ça c'est pas contre-productif? Ça, franchement, on gère pas ça. On gère pas ça. D'ailleurs, c'est pas nous qui allons sur ce terrain-là. Il y a une vidéo d'un élu sûr. FI. Nous, on répond. Vous dites, je peux aller plus loin. Mais en plus, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le productif ou pas le productif, c'est que dans la rue, dans la vie de tous les jours, les gens ils considèrent que la police tue. Et pas que des gauchos pensent ça. C'est un fait. Donc nous on dit ça. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en a qui sont pas capables de discuter. Il y en a qui sont tellement arrogants, ou il y en a qui ont tellement une haine, ou du gaucho, ou du manifestant, ou une haine de classe tout simplement, ils réagissent de manière impulsive et ils n'arrivent pas à gérer leur énervement. Ils ont un petit problème quand même de ce côté-là. Donc c'est ça que ça révèle. C'est pas est-ce que ça c'est productif ou pas. Nous, ce qu'on espère du coup dans cette histoire-là, et c'est un peu aussi pourquoi on se présente.
Effectivement, du coup ça en revient à ce que je disais, quand on voit que en 2017 t'as plus de la moitié des flics qui ont voté FN au premier tour. Bon on peut se dire qu'il y en a quand même un certain nombre qui l'ont fait à cause de l'idéologie raciste que dégage le FN. Donc c'est des gens qui sont probablement eux-mêmes racistes. Donc du coup quand tu te retrouves flic avec du pouvoir, avec une matraque, et que tu te retrouves à mettre un type noir ou arabe en cellule dans un couloir où il n'y a pas de caméra et où de toute façon tes collègues ils sont d'accord plus ou moins avec ce que tu vas faire, en fait que tu le dérouilles ou pas, en fait personne n'a un regard là-dessus et tu te sens impuni et donc tu as la possibilité de faire des trucs qui sont immondes en fait dans ce genre de circonstances par exemple. Dans une campagne électorale, c'est d'arriver à dire des choses qui sont pas dites habituellement et d'arriver à les dire tranquillement et d'arriver à les assumer complètement et de relayer finalement ce qui discute dans la société, parce que là les réactions qu'il y a dans les médias, on sent bien qu'il y a une bulle médiatique ou une bulle de flics, une bulle de gens qui veulent pas entendre, qui veulent pas reconnaître que dans la population il y a vraiment une colère qui existe, qui prend des formes différentes, il y a un ras-le-bol et donc il y a une vision du pouvoir, une vision du gouvernement, une vision de la police qui est très négative et qui est liée à une expérience de ces dernières années. Donc c'est ça qu'on relaie. Après, c'est sûr qu'on a besoin, nous, de comment on le formule de mieux en mieux, mais comment, en fait, on va appuyer les combats comme le comité Adama Traoré ou la Mindiang ou même la bataille qui est de la famille Cédric Chouviat. On sait bien, et ce serait bien si on a cette utilité-là à mettre ça sur la table et en disant, voilà, regardez, il faut que ça change et ça suppose de toute façon un rapport de force, une pression, et nous on espère bien que tout cela ça puisse se construire. Alors justement pour cette campagne présidentielle dans laquelle vous êtes engagé, l'élection est dans 6 mois, comment vous qualifiez en un mot le climat politique actuel? Depuis le début nous on dit en un mot. Oui, après on va développer. Ambiance pourrie, élection pourrie, c'est ce qui nous motive à la fois et qui nous a fait hésiter aussi comment on rentre là-dedans, quoi. Comment vous comptez peser dans le débat public? Alors juste je fais une pause, j'étais en train de rechercher en même temps. Si ça intéresse certaines, je vous mets le lien d'un documentaire parce qu'en fait là Poutou il parlait du fait qu'il y a des gens qui ont peur de la police. Et que c'est nié aussi, c'est nié dans le discours médiatique politique dominant. Pour appuyer ça, je vous mets le lien d'un documentaire qui s'appelle À nos corps défendants, par un activiste qui s'appelle Yann B, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Désarmons la police. Qui a fait ce documentaire-là où il va voir des victimes de violences policières, surtout en quartier populaire, etc., qui va les interviewer, qui leur demande comment ça s'est passé, et c'est assez terrifiant aussi de voir par exemple que même après les violences policières, il y a encore de la pression psychologique qui est mise sur la victime et son entourage pour pas qu'elle porte plainte, pour pas qu'elle en parle, etc., et qu'il y a des gens qui sont limite traqués en fait par les flics pour les intimider. Donc je vous recommande vraiment ce documentaire si ça vous intéresse. Je vous ai mis le lien dans les commentaires, dans le chat. Oui, Mehdi, c'était pas prévu, hein, je savais pas. Si je résume la situation, on a quelqu'un qui donne le là, un polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, qui n'est pas tout à fait candidat, mais c'est tout comme encore ce week-end, il s'en est pris au contre-pouvoir, que sont pour lui la justice, les médias, les minorités, en demandant qu'on leur enlève leur pouvoir. Le gouvernement, une partie de la gauche, court derrière lui en reprenant son vocabulaire. L'islamo-gauchisme et le wokisme, 2 concepts jamais expliqués et supposés être les principaux dangers de la société. Donc vous... Alors voilà, ça j'en parlais tout à l'heure en première partie d'émission. Alors pour islamo-gauchisme c'est pas le cas, mais sur tout un répertoire de mots comme ça, notamment le wokisme, Anne Hidalgo elle l'a employé dans plusieurs interviews et ouf de voir que même au PS ils en sont à relayer les discours un peu droitards, enfin les mots clés un petit peu de stigmatisation des mouvements de gauche. Bref, on va voir la suite. Là-dedans, une fois qu'on a posé ce contexte, comment vous pesez ?
Ça, on n'en sait rien comment on va peser. On espère qu'on va peser. Mais enfin, peser. Vous avez bien quand même une idée, une petite stratégie derrière la tête. Non, mais là, pour vos électeurs, je commence à peine à répondre à la question, Allez-y. donc je peux essayer de cheminer tranquillement. On va essayer de peser, mais on n'en sait rien si on réussira ce qu'on a envie de faire. On a envie, d'une certaine manière, on a envie d'être là pour dire on vous emmerde. Quand le vous emmerde, c'est cette classe de dominance, c'est cette classe de politiciens, de réactionnaires, conservateurs ou ultralibéraux, et on a envie d'être dans un endroit où a priori on n'est pas invité en fait. Voilà, c'est un endroit qui est pas fait pour nous. Il y a d'ailleurs le filtre des 500 parrainages, c'est bien fait pour supprimer tous ceux qui n'ont pas d'élus, tous ceux qui en tout cas leur compliquer la vie et de passer 8 mois sur les routes pour pouvoir avoir le droit de participer à une... Ça c'est intéressant sur les 500 parrainages. Je sais plus, je crois que c'est Libé qui a écrit des articles là-dessus, mais enfin bref, vous pouvez trouver facilement. En fait, les 500 parrainages c'est une galère parce que en fait il y a plein de maires qui sont certes qui ont un camp politique, qui sont parfois qui sont souvent encartés dans des partis, tout ça. Mais qui peuvent apprécier différentes figures politiques, ou même, sans vouloir les apprécier, qui sont OK pour que ces gens-là participent au processus d'élection présidentielle, et donc qui n'ont pas de problème en soi à signer, je sais pas, la candidature de Philippe Poutou ou de quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait, il y a des pressions de la part des gros partis pour que ce soit pas le cas. Par exemple, imaginons que vous êtes un maire LR, disons, et en fait LR vous dit tu signes la candidature du candidat LR et personne d'autre, c'est tout. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de communes. Donc les gros partis comme le PS, LR, etc. Ils ont un ancrage local qui est très important, ils ont beaucoup de maires, donc ils prennent 5 minutes à le faire leur truc. Mais il y a plein de partis qui sont vraiment en difficulté par rapport à ça. Et puis, alors du coup, ce que font généralement les gens, c'est qu'ils vont dans des campagnes aller chercher les petits maires de petites communes qui sont même pas forcément encartés, vous savez, les sans étiquette. Et même ça, il y a quand même des pressions. J'avais lu une interview d'un petit maire d'un village qui expliquait que le représentant en fait le conseil régional lui mettait la pression pour qu'il signe pas des candidatures, et en fait quel poids avait le conseil régional sur un maire comme ça? C'était de dire mais en fait toi tu veux qu'il y ait une départementale qui passe dans ton village pour permettre aux gens de ton village de pouvoir circuler. Nous on validera ce projet là que si tu signes ceux qu'on veut et ceux qu'on ne veut pas. Ça, c'est un truc qui est réel, et c'est un obstacle aussi à la démocratie, ce genre de choses. Je réponds en 2 secondes. Alors, c'est pas sur le sujet, donc je vais essayer de pas m'étendre. On me demande, tu penses quoi de Michéa? Est-ce que tu trouves que sa critique de gauche, qui selon lui n'est pas le socialisme permanent? Je connais pas, j'ai pas assez écouté Michéa. Donc je sais pas, donc j'ai pas à te dire de conneries. De très loin, de ce que j'ai entendu des gens parler de lui, j'ai l'impression que... en fait j'ai envie de rien dire parce que je sais pas. Je te répondrai quand je l'aurai écouté un autre jour. Élection. On repart dans le débat du coup, dans l'interview. Parce qu'on a le droit, nous, NPA, de participer aux législatives ou à l'élection municipale comme à Bordeaux, par exemple. Mais par contre, la présidentielle, on n'a pas le droit, a priori. Il faut aller chercher le ticket. Donc du coup, ça nous motive en disant, on va essayer de franchir ces barrages-là et de s'inviter à un banquet où ils sont entre eux. Bon, c'est vrai que c'est la première chose. Après, est-ce que le fait d'y être, ça sera vraiment efficace? On n'en sait rien. On espère. Et en règle générale, on a une petite expérience depuis les années 70 entre Alain Krivine, Arlette Laguillet, Olivier Besancenot. On sait que ça a quand même une certaine utilité qu'il y ait des militants révolutionnaires ou anticapitalistes de ce qu'on appelle l'extrême gauche. Et on espère qu'en étant là et en faisant exister un autre camp social, en dénonçant le capitalisme, en essayant de discuter de perspectives de lutte sociale, de comment on peut prendre nos affaires en main, s'organiser, on espère que tout ça puisse compter, ça puisse justement inverser un peu les choses, par rapport à l'ambiance qu'il y a. Il y a les réactionnaires, tous les salopards, tout ce monde qui veut
veut nous dominer. Et nous, on essaie quand même d'être là pour dire, mais regardez, il y a autre chose. Voilà. Donc après, à la fin de la campagne, on verra si on a été un peu efficace. Voilà, sauf que ça revient à ce que je disais avant l'interview. En fait, et ça rejoint donc du coup la vidéo d'Usul qu'il a fait aujourd'hui, que je vous ai aussi mis dans le chat là. Effectivement, en fait déjà, un parti comme le NPA, il ne croit pas au changement vraiment de la société en passant par une élection à la 5ème République. Et en fait, que ce soit Besancenot ou Poutou ou Arlette Laguillet ou Alain Krivine ou Nathalie Arthaud, c'est des personnes, quand ils se présentaient, qui disaient qu'ils n'avaient pas pour volonté d'être élus président parce qu'ils ne voulaient pas gouverner de toute façon comme ça. Ils ne croyaient pas en ce modèle-là. Alors pourquoi ils se présentent ? Parce qu'en fait, c'est juste parce que eux, ils croient en fait que la société, elle va se changer par des mouvements sociaux, par des mouvements contestataires, voire révolutionnaires, etc. Et par le renversement de ces institutions-là, pas en prenant le pouvoir de ces institutions, au contraire. C'est comme ça qu'ils imaginent que ça va se faire. Et donc pourquoi ils vont à cette élection-là ? Et parce qu'en fait, c'est la tribune la plus exposée médiatiquement possible pour toucher des gens, pour faire passer leurs idées. En fait, Poutou, en dehors de cette période-là, il passe 2 fois en 5 ans en fait à la télé. Besancenot un peu plus parce qu'il est très très bon médiatiquement, etc. Et donc on le fait venir un peu plus, mais c'est des proportions qui restent risibles en fait. Et c'est le seul moment où ils peuvent faire passer leurs idées. C'est le seul moment où ils peuvent aussi faire aller à la fenêtre d'Overton un peu vers la gauche, montrer à des ouvriers que l'exemple de Poutou par exemple, que lui il s'est syndiqué, qu'il s'est battu pendant des années pour que son usine elle ferme pas, et que pendant des années ça a permis de retarder l'échéance même si finalement il a perdu. C'est des exemples de lutte sociale aussi, et ça a aussi de l'importance de créer ça dans l'imaginaire politique des gens, quoi. Vous le savez, et je crois que ça a fait débat aussi dans votre propre camp, c'est-à-dire la présidentielle est une occasion pour le NPA d'ouvrir une fenêtre, c'est clair, enfin, sur des thèmes qui sont assez peu dans le débat public, on peut le regretter, les questions sociales, les questions économiques, mais à chaque fois cette fenêtre se referme, et vous le savez aussi, c'est-à-dire il y a un temps médiatique qui est celui de la présidentielle, et puis il s'arrête, et puis je dis pas que vous replongez dans l'indifférence, après il y a le travail de militant que vous continuez à faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme un côté un peu vain à se prêter à ce jeu qui mobilise beaucoup vos militants, qui mobilise le parti pour à chaque fois, et c'est d'ailleurs assumé, je crois, sans aucune ambition sans aucune capacité à gagner. En tout cas, vous tout seul. Voilà. Non, mais c'est pas une critique, c'est une stratégie, mais voilà. J'imagine qu'il y a un petit retour critique sur cette stratégie que vous menez comme ça patiemment depuis plusieurs années. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours des discussions entre nous, parce que c'est pas si simple que ça de participer à une élection présidentielle, parce que d'abord la fonction présidentielle, on n'en veut pas. Pour nous, c'est profondément antidémocratique. Et puis c'est vrai que tout le monde nous le dit, on n'en a pas de chance de gagner. Donc à force, on commence à être convaincu. Effectivement, ça va être difficile de gagner. Mais donc il y a du débat, mais comme du côté des militants libertaires, par exemple, qui eux refusent de participer, donc du coup on voit bien, il y a plusieurs stratégies possibles. Mais nous on pense quand même globalement, même une fois que c'est fini, que c'est intéressant d'y aller, c'est important d'y aller, tout simplement parce qu'en fait on milite au quotidien. On est une organisation politique, aussi petite soit-elle, et on se dit, mais en fait, on milite tous les jours, on est dans des luttes, on n'est pas que dans des luttes. Moi, je suis à Bordeaux avec mes camarades Antoine et Evelyne, on essaie aussi de faire avancer des choses, enfin, en tout cas, de défendre. Donc, on est au quotidien, on fait de la politique. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait pas être là ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ce serait à ce point-là différent, qu'il n'y aurait pas d'intérêt à y être ? Et nous, on pense que l'intérêt d'y être, c'est déjà au moins mettre des choses sur la table. Là, il y a une table, et de faire du débat. Et on sait que ça fait écho dans la population, même si on fait que 1% ou moins des fois, ou un peu plus des fois, on sait que c'est hyper important qu'il y ait des choses qui se disent, mais comme à la télé, des fois, on a des gens qui vont parler, même quand les Gilets jaunes étaient sur les plateaux, ça faisait du bien à plein de monde, parce que des choses sont dites, et une campagne électorale, on se dit, si on n'y est pas, il manque un truc. Et est-ce que là, on a vu quelques images où vous faites un peu chahuter, et vous y êtes aussi pour chahuter, du coup, le débat, si je comprends bien, est-ce qu'il y a des endroits où vous ne voulez plus aller ? Je crois que vous boycottez certaines chaînes, CNews en particulier. Fait, ouais. Est-ce qu'elle continue à aller sur BFM, aller sur LCI ? Est-ce que vous avez une ligne ? Ouais, on essaie d'en avoir une, mais qui est forcément instable, qui évolue en fonction évidemment, mais c'est pas une position de principe. Si on se laissait aller, on n'irait nulle part en fait, parce qu'on est plus peinard à la maison que sur un plateau télé, quoi. Je parle pas d'ici, mais donc. C'est un exercice, mais tout à fait, mais c'est un exercice qui est très particulier.
donc du coup, c'est pas le truc qui, nous, on préfère, aller. C'est quoi la limite? C'est news, c'est non? Mais pour l'instant, c'est news, ça c'est sûr, c'est non. Mais de toute façon, là, il y a une ligne éditoriale qui est quand même assez clairement. Est-ce qu'on vous invite? Non, alors là, c'est là où on se demandait il y a pas Par longtemps. ailleurs, on peut Qui dire, c'est qui boycotte l'autre, en fait? Oui, c'est ça. Voilà. Ah, ouais. Moi, je pense qu'ils ont commencé avant nous, en fait. Mais parce que c'était Bolloré, parce qu'à force de choper Bolloré quand on va chez Bolloré, à force de choper Martin Bouygues quand on va, ça déplaît fortement. Et c'est facile de se faire griller. C'est comme quand on est intérimaire, il suffit de dire un petit truc et puis hop, c'est fini. Et à la télé, c'est un peu ça aussi. Donc c'est sûr que c'est pas les moments les plus importants, mais nous, évidemment, on essaie de gérer la situation la façon la plus cohérente possible. C'est-à-dire entre le besoin d'exprimer des idées, de les faire entendre. Et c'est pour ça qu'on fait la présidentielle aussi. C'est parce que il y a besoin de rendre visibles des combats qu'on mène ou des combats des autres qu'on aime bien relayer. Et donc un plateau télé ou un plateau radio, c'est ça qui nous importe. Mais c'est vrai qu'après, il y a des moments où on se dit, là, on n'ira pas. Et il y a des émissions où on dit, là, on n'ira pas. Et par exemple, il y avait TPMP pour le soir du buzz. On a décidé la semaine dernière, sur la police. Et du coup, on a dit c'est ingérable, on peut pas aller comme ça dans des trucs comme. Donc du coup, on fait le choix de pas aller à tel endroit et d'aller. Bon voilà. Après, ça veut pas dire que ça peut changer dans 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Peut-être qu'on dira là finalement on n'y va pas. Voilà. Parce qu'en fait, on veut rendre visibles nos idées, mais on n'est pas en train on court pas après non plus quoi. Enfin, on n'est pas en train de dire à quel prix. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est normal aussi qu'on ait un peu de limite. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas du tout médiatisé qu'il faut absolument aller partout. Là, le jeudi soir, je t'ai invité pas partout, j'exagère, mais il y avait plein d'invitations le jeudi. Et ça rime à quoi de faire de circuler d'un plateau à l'autre. Enfin, nous, ça c'est pas notre truc. Donc, du coup, on essaie de. C'est intéressant aussi sur le fait que. Là, en fait, il y a le questionnement sur où est-ce qu'on va. Il repose sur 2 trucs. C'est quelle est la. Comment dire? Quel est le dispositif médiatique? Dans quelles circonstances on va pouvoir parler? Combien de temps on va nous laisser pour exprimer nos idées? Combien on va avoir de contradicteurs en face de nous? Quelle méthode ils utilisent pour faire de la contradiction, etc., etc. Et effectivement, il y a un écosystème médiatique qui est de façon générale très hostile à des idées d'extrême gauche comme celles que porte le NPA. Mais en plus de ça, il y a des dispositifs spécifiques où c'est encore plus dur de parler. Pour le petit côté culture, si ça intéresse des gens de lire quelque chose d'intéressant là-dessus, il y a Bourdieu qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Sur la télévision, qui décrit très bien les processus médiatiques et pourquoi lui il aimait pas aller là-bas, parce qu'il avait l'impression qu'il avait jamais le temps ou jamais l'occasion ou l'espace de dire correctement ce qu'il avait envie de dire. Après voilà, maintenant là sur la question de CNews, c'est au-delà du dispositif médiatique, je pense que c'est aussi l'idée de pas vouloir légitimer des médias qui ont un positionnement qui leur est trop antipathique. Enfin, je veux dire... ouais, bah voilà, CNews, ça fait gerber. Ça fait gerber. Ça a été... maintenant, enfin... ça a été documenté. Il y a une volonté de mettre une ligne d'extrême droite en place pour créer de l'influence... dans la société. Il y a le même ligne qui est mis en place à valeur actuelle. Il y a des choses comme ça et il y a des lieux où tu te dis ça sert à rien d'y aller. Si c'est juste pour les légitimer, ça vaut pas la peine. On peut aussi les considérer comme des indésirables entre guillemets. D'accord, bon, bref, j'ai que ce mot-là à la bouche. Bah, en gros, donc là, il y a quelqu'un qui me dit que, comme je suis à gauche, je parle que de Bourdieu. C'est la 2e fois que j'en parle en genre 20 heures de stream, donc non. C'est juste que là, c'était pertinent sur cette question-là. Mais bref. Sinon, sur les questions des critiques médias, si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller sur Acrimed, qui s'appelle Action. C'est une association qui s'appelle Action Critique Média, qui a un site internet qui est super. Je vais même directement vous mettre le lien. Et qui font beaucoup d'articles justement sur la ligne d'extrême droite qui est de plus en plus présente dans un certain nombre de médias. Tac. Et il y a aussi Arrêt sur Image, qui est un média qui est en partie payant, mais il y a aussi des émissions gratuites où ils passent beaucoup de temps
à bosser sur, sur comment les plateaux bossent, sur comment les journaux bossent, sur qu'est-ce qui s'y passe, quel traitement médiatique de tel sujet, etc. C'est très intéressant. Je vous le recommande vraiment, ces 2 sites, si vous avez envie de creuser. Donc voilà, la preuve, il n'y a pas que Bourdieu. Je relance l'interview. Gérer effectivement comment en fait on arrive à rendre visibles nos idées de manière un peu qu'on arrive à assumer nous quoi. Rendre visibles vos idées, mais aussi donc mener la bataille politique. Donc c'est assez clair, je pense pour tout le monde que voilà, vous êtes en contre total de Zemmour et consorts, mais est-ce que vous êtes aussi en contre et est-ce que ça sera aussi une ligne de votre campagne sur le reste de la gauche, c'est-à-dire le reste de votre camp, famille, je ne sais pas comment on peut la définir, mais en tout cas des gens qui sont peut-être un peu plus proches idéologiquement. Est-ce que ce sont des adversaires politiques là dans le moment qu'on vit ? Alors nous, nos adversaires, et même dans les adversaires, il y a quelques ennemis, on va parler des fachos comme Zemmour ou Le Pen, on a des adversaires politiques très clairs qui sont à droite, et après, dans la gauche, la gauche, ça dépend où on met le curseur en fait. Je sais pas, on peut les faire, Hidalgo, Mélenchon, Roussel, Jadot. Nous, on pense que le PS, il est plus à gauche, alors après, voilà, ça se discute, mais donc on pense qu'il y a une partie de la gauche qui est plus de gauche, et après, effectivement, il y a une gauche qu'on pourrait appeler gauche radicale, qui est représentée notamment par la France Insoumise et Mélenchon, et puis après on a une gauche révolutionnaire avec Lutte ouvrière. Donc du coup évidemment que c'est pas les mêmes rapports, mais nous autant on a les adversaires, on est contre la droite, contre les réactionnaires, contre les fachos, contre les ultra-conservateurs et ultra-libéraux, et après à gauche nous ce qu'on aimerait bien c'est que justement c'est un peu l'illustration aussi de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui il a pensé que c'était utile de débattre avec un Zemmour. Nous on pense que ça sert strictement à rien, par contre on pense que c'est utile justement, si on se considère de gauche ou de gauche radicale, ce serait utile qu'on débatte entre nous, et par exemple oui, on pense que c'est plus utile aujourd'hui de pouvoir confronter nos propres idées puisqu'on se situe a priori sur un terrain social qui est très proche, puisqu'on est du côté des manifestants, du côté de la lutte, et y compris des fois du côté de la lutte contre le capitalisme. Donc du coup, nous on pense que c'est ça, et c'est là où on n'a pas les mêmes rapports, parce qu'autant discuter avec un Zemmour pour nous, alors là ça sert à rien, on discute pas avec un facho, on discute pas avec des gens racistes, xénophobes, homophobes, pour nous ça n'a pas de sens, en sachant que dans la vie de tous les jours, pendant qu'il y en a qui déblatèrent des saloperies, il y a vraiment des bandes de petits nazis qui vont frapper, il y a quand même des tas de choses très graves qui se passent aujourd'hui, même aujourd'hui en France quoi, hein. Pas besoin d'aller en Grèce ou en Italie pour avoir des agressions physiques réelles de la part de petits groupes fascistes. Donc voilà, donc nous on pense que, et c'est là où on fait la différence, c'est qu'on a intérêt, on pourrait avoir un intérêt à confronter nos idées. Nous on a des désaccords importants avec cette partie de la gauche, mais ceci dit, on en ressent ce besoin-là, y compris par rapport au milieu militant. Alors ça, du coup, c'est intéressant de voir... mais du coup, j'avais fait une émission là-dessus pour les personnes que ça intéresse. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, vous la retrouverez. Sur Mélenchon-Zemmour, en fait, le débat en tant que tel, c'était pas forcément ça le plus intéressant, hein, mais c'est de voir qu'est-ce que ça crée comme réaction. Et notamment, on voit qu'il y a plusieurs lignes politiques à gauche, des gens qui pensent que en fait l'extrême droite il faut la confronter dans ses idées, qu'il faut y aller, qu'il faut attaquer, etc. Et d'autres, et donc là le Poutou il est sur cette ligne-là, de dire qu'en fait ils sont tellement éloignés, et ça revient exactement à ce que je disais sur certains médias où ils se disent ça vaut pas la peine d'y aller. En fait l'idée de débattre, c'est quand même l'idée de te dire à un moment donné on peut se retrouver sur certaines choses. Là en fait effectivement il n'y a rien sur lesquels ils se retrouveront, et on peut considérer que par exemple un type comme Zemmour il porte un projet qui est tellement mortifère et dangereux que en fait c'est même pas la peine de lui parler en fait. Quel est l'intérêt fondamentalement? En tout cas c'est une position qui se défend. Je vais pas le développer plus là, j'en ai parlé pendant 4 heures sur l'autre émission, je vous la recommande si vous voulez, bref. Comment on discute? Et par contre, moi ça m'intéresserait beaucoup d'avoir une rencontre, un débat, une discussion LFI NPA, parce qu'il y a des vrais points de clivage sur certains trucs, il y a d'autres points sur lesquels ils peuvent se retrouver, et en tout cas ce serait intéressant et stimulant intellectuellement aussi, et notamment pour des gens qui se considèrent de gauche, qui aiment bien les deux lignes et qui n'arrivent pas forcément
à voir qu'est-ce qui les différencie. Ça, ce serait vraiment riche en vrai de voir des stratégies dans les luttes, comment on discute d'un programme qui soit réellement de rupture, ou comment on peut reconstruire une confiance dans le mouvement social après toutes les trahisons et les reniements de la gauche. Enfin, c'est ça. Et nous on pense que tout ça, ça serait utile, quoi. Alors justement, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon comme finalement, si je comprends bien, d'une forme de partenaire politique possible. Qu'est-ce qui lui manque pour vous convaincre? De quoi auriez-vous envie de le convaincre si vous étiez dans un débat tous les deux? Et en fait, c'est les problèmes posés. De quoi vous auriez envie de débattre avec lui? Mais c'est les problèmes qui sont posés dans le mouvement social aujourd'hui. On voit bien qu'on recule, on voit bien qu'on n'a plus la force. Mais il est d'accord avec vous là-dessus, ça, j'en sais rien, c'est vous qui le dites, mais j'en sais rien. Jean-Luc Mélenchon et les combats sociaux, ça fait partie des sujets qui met à l'agenda. Oui, non, mais d'accord, mais il y a plein de gens qui sont dans le mouvement social et c'est pas pour ça qu'on est d'accord. Martinez, il est dans le mouvement social. Le désaccord fondamental, c'est que nous, on pense que la révolution citoyenne ou la révolution dans les urnes, c'est du pipeau. Voilà, on n'y croit pas du tout. Lui, il y croit. Lui, il pense que s'il était président, il se passerait quelque chose d'énorme. Nous, on n'y croit pas. On nous a déjà fait le coup avec Mitterrand, là c'était Jospin, il était président, il était Premier ministre, après il y a eu Hollande. Enfin, c'est ce courant politique-là, et encore, on pourrait refaire un peu l'histoire du XXe siècle. Combien de fois cette gauche-là qui nous a dit il faut bien voter à gauche, vous allez voir, on va arriver à contrecarrer les capitalistes et tout ça, mais c'est pas vrai. Donc il y a peut-être un petit moment où on peut faire des bilans de cette gauche, et Mélenchon il est assez bien placé pour faire le bilan puisqu'il y était dedans. Donc du coup... Ça c'est un point que je trouve pertinent parce que en fait c'est toujours le problème de... Même si vous croyez vraiment Mélenchon, même si vous êtes d'accord avec tout son programme, même si toutes ses idées vous plaisent, en fait, qu'est-ce qu'on a comme garantie quand quelqu'un accède au poste de président de la 5e République avec tout le pouvoir que ça lui octroie? Comment vous avez la garantie qu'il va vraiment faire ce qu'il fait? Et notamment, par exemple, une des propositions majeures de Mélenchon, c'est la 6e République. En fait, il y a un problème qui est que on n'a pas de contre-pouvoir institutionnel pour l'obliger à appliquer le programme qu'il voudrait pas faire. Donc c'est-à-dire que si au moment où il est élu, il décide que finalement la 6ème République il faut pas la faire, à part marcher dans la rue et s'il est sympa, il va essayer d'écouter, et s'il l'est pas trop, comme la plupart des gens, il va envoyer les flics. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution en fait? Et effectivement, vu le nombre de reniements, de trahisons qu'il y a eu dans l'histoire du XXe siècle sur les processus électoraux, ça pose vraiment la question. Sachant que si on veut prendre l'exemple de Mélenchon, par exemple, quand on regarde le fonctionnement de la France Insoumise, le fonctionnement interne, il n'est pas du tout démocratique, son fonctionnement. C'est-à-dire que... contrairement, par exemple, le fait que Mélenchon soit candidat, ça n'a pas été soumis au vote en fait des adhérents de la France Insoumise. Il y a un bureau interne de la France Insoumise qui n'est pas élu, qui décide d'à peu près tout et qui peut imposer ses décisions sur le plan national comme sur le plan local. Ça s'est vu par exemple au municipal en 2020, où il y avait des groupes locaux de militants France Insoumise qui voulaient faire des alliances avec tel ou tel parti de gauche, par exemple, ou qui voulaient mettre en avant tel ou tel candidat parmi eux. Et en fait, il y a quelqu'un du bureau national qui débarque et qui dit non, en fait, nous, on a réfléchi, ça va pas faire comme ça. Bon, en fait, quand t'as pas déjà de démocratie interne à l'intérieur même de ton mouvement, ça peut être légitime d'être méfiant vis-à-vis de ce que tu vas faire en termes de répartition du pouvoir quand tu seras au pouvoir. Sachant que, encore une fois, il y a dans le processus, enfin, dans le fonctionnement de la 5ème République, on peut pas faire grand-chose s'il décide de faire ce qu'il veut, en fait, quoi. Et je pense pas que là on a un accord. Je pense pas que Mélenchon ils disent que Mitterrand il nous a trompés. Il le dit pas ça. Donc on n'est pas d'accord. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même quelques nuances entre nous. Et je pense qu'il vaudrait mieux être franc et dire mettre à plat en disant il y a des désaccords qui sont importants dans la gauche, même dans la gauche radicale. Entre Lutte ouvrière, Mélenchon et nous, il y a des désaccords importants. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse discuter de ça. Mais discuter de ça, c'est tout simplement discuter des problèmes qu'on se pose nous quand on est en manif.
Parce que les manifs, on en fait, et puis on s'aperçoit que tous les ans, il y a une rentrée sociale. La CGT appelle à son petit rendez-vous de fin septembre ou début octobre, et puis après, on rentre à la maison, et puis c'est chacun dans son coin, l'éducation nationale, la santé, tout ça. Bon, ben là, on partage pas ça. Donc, comment on discute de ça? Comment on discute de la convergence, de la nécessité de construire un mouvement d'ensemble? Et comment on discute aussi qu'en fait, pour changer les choses, c'est le problème d'un rapport de force politique et social, et donc c'est le problème de l'intervention des masses, de la population, qui fait de la politique elle-même, qui s'organise, qui se bat, qui prend la rue, qui prend les qui prend les ZAD. C'est ça qui occupe. C'est cette bataille radicale qu'on a besoin de mener, et c'est ça qu'on a envie. Et là, je ne crois pas qu'on soit d'accord entièrement avec tout le monde, quoi. Et Cécile, vous n'avez pas de discussion en direct avec Jean-Luc Mélenchon? Non, mais là chacun a son écurie et chacun part. Ben ouais, mais enfin, vous voyez, vous êtes journaliste, vous avez vu comme Mélenchon. Mélenchon, il est parti comment, Mélenchon? Est-ce que quand il est parti, Mélenchon, il a dit, NPA, venez, on va voir avant que je parte, ou le PC, venez, on va discuter, on va voir comment, est-ce qu'on peut partir ensemble et sur quelle base? Ben non, Mélenchon, il a dit, moi, je pars. Roussel, moi, je pars. Enfin voilà, c'est ce qui se passe. Et nous, on est en dernier. Vous avez dit, on part aussi. Nous, on part, mais on part parce qu'on n'est pas vexé non plus, parce qu'on comprend bien ce qui se passe. Il faut pas non plus être naïf, c'est qu'en fait on n'a pas les mêmes idées, parce que sinon ça se passerait pas comme ça. Si Mélenchon il était si proche du NPA que ça se passerait pas comme ça, parce qu'évidemment qu'eux ils sont conscients qu'il y a des différences importantes. Aujourd'hui Mélenchon il tend la main à Montebourg, alors nous on veut pas de Montebourg avec nous, c'est pas possible. Mélenchon ou ses copains ils tendent la main à Roussel. Ben nous, on veut pas d'un mec qui manifeste avec les fachos, avec les flics. Donc c'est tout ça qu'on a. C'est quoi la gauche? C'est quoi les limites? Donc il y a des désaccords. Ça sert à rien de faire comme si, finalement, on aurait pu quand même. Non. Donc du coup, mais par contre, ouais, le problème qu'on a d'urgence, c'est dans la société, dans la vie de tous les jours, comment on arrive à changer la donne dans la société. En fait, il y a un truc, moi, qui me fait du bien en écoutant Poutou, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. En fait, ce genre de questions-là. Vous les avez pour tous les candidats. Vous savez, les questions de « mais pourquoi vous faites pas alliance avec machin et machin et avec machin, comment ça se passe ?» Et en fait, il y a toujours une langue de bois qui est pas possible, parce que en fait, il y a aussi le fait que il y a des candidats qui peuvent pas mettre en avant le fait qu'ils ont par exemple des intérêts de parti à faire valoir en premier, par exemple le fait qu'il faut occuper la scène médiatique pendant les présidentielles si on veut avoir un résultat correct aux législatives, et en fait ça ils peuvent pas le dire, et ça fait du bien en fait de Poutou qui il sait bien de toute façon qu'il aura pas un bon score, un score très élevé, c'est pas ça qu'ils visent, lui et son parti, et donc en fait ils sont là pour dire aussi ce qu'ils pensent et comment ils se positionnent, et c'est agréable en fait, ça je trouve, juste quelqu'un qui est une interview politique où le gars fait pas trop de langue de bois. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, ça c'est pas le souci. Finalement, les désaccords, ils portent surtout sur quel levier activer, si je comprends bien, quand vous parlez de désaccords. Parce que vous dites, pour eux, la solution, c'est d'accéder au pouvoir et de dire, voilà, avec moi, il y aura la solution. Finalement, vous ne proposez pas du tout les mêmes leviers. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. C'est qu'il y en a qui pensent que la société, elle peut être modifiable, on peut s'intégrer dedans, et nous, on ne pense pas. Parce qu'après, ça serait intéressant de discuter une fois que, par exemple, imaginons, on a un président de gauche qui est élu l'année prochaine. C'est difficile à imaginer, mais bon... Comment on peut imaginer, dans la période actuelle, que même le programme de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, des mesures comme le SMIC à 1 400 €, on peut imaginer que ça peut passer? Est-ce que ça suffit qu'il y ait un président pour que derrière, le rapport de force, il est tel... C'est pas une question que vous devez poser... Enfin, pardon, mais je pense que c'était pas sûr que ce soit une question que vous deviez poser à Mélenchon. Vous devez poser cette question au mouvement social, en réalité, parce que vous l'avez la réponse. Si Mélenchon veut augmenter les salaires et faire plier le patronat, il faut qu'il ait un rapport de force dans la rue. Voilà. Oui, et c'est pas tellement discuté. C'est pas tellement... Non, c'est pas tellement discuté. C'est pour ça que je dis que c'est pas Mélenchon l'interlocuteur. C'est les gens qui font... Non, mais c'est par rapport... Il y en a qui pensent qu'on peut faire comme Mitterrand a fait et tout ça, sauf que Mitterrand, il a trahi. Oui, non, mais si on pose pas... La vraie question, c'est comment vous arrivez à créer et à soutenir et à participer. Mais ça, c'est notre problème, c'est pas forcément celui de Mélenchon. Et mais donc du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas dans un rapport. Montebourg, il a dit le problème de la gauche, c'est Mélenchon. Nous, on dit pas ça. Nous, ce qu'on dit juste, c'est qu'on a des vrais désaccords politiques et pas juste sur le levier. On a un désaccord politique sur comment on pense que les choses peuvent changer. Et c'est pas juste une histoire de levier, parce que c'est après, on pourrait discuter aussi de la question des migrants, de la question. Nous, on défend l'ouverture des frontières, on défend la liberté de circulation et d'installation.
Je crois qu'à gauche, si on reprend juste ce terme-là, je crois qu'on est les seuls à le défendre aussi sereinement. Et puis, bon, mais même la question, on parlait tout à l'heure avec l'Algérie, la question du colonialisme ou de l'anticolonialisme, nous on pense qu'on n'est pas complètement sur la même longueur d'onde avec des courants souverainistes ou des courants qui défendent la République, parce que nous on ne défend pas en fait la République telle qu'elle est aujourd'hui, mais même la 6e, la 5e, quel que soit le numéro qu'on donne, nous on essaie de discuter de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une société vraiment démocratique où il n'y a plus d'oppression, plus d'exploitation, et donc c'est ces choses-là qu'on pourrait... Ça c'est clair, par exemple des mouvements comme le NPA ou Lutte ouvrière, etc. En fait ils ont beaucoup de mal avec des discours de Mélenchon qui est beaucoup dans la glorification de la France comme grande nation, parce que en fait eux ça leur passe au-dessus le principe des nations, ils réfléchissent en termes de classe sociale avant tout en fait, et le discours qu'ils vont dire c'est en fait nous on est plus proche des ouvriers de n'importe quel pays que des patrons de français en fait, et effectivement alors Mélenchon est un tout petit peu plus modéré là-dessus, mais Montebourg, il parle que des intérêts de la France, de la réindustrialisation de la France. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre si le pays, je sais pas, s'il a une économie avec un chiffre de croissance à 2 chiffres, si en fait l'argent il est toujours aussi inégalement réparti et qu'il y a toujours des gens qui sont exploités. En fait, on s'en fout que la France soit numéro 1 économiquement ou 10e si en fait il y a toujours des inégalités aussi grandes et des dominations aussi violentes dans la société. Et ça, c'est aussi un point de clivage très important que certains ne voient pas ou ne veulent pas voir entre ces discours-là. Et par exemple, Mélenchon a un peu du mal parfois à critiquer la politique étrangère de la France, ou certaines parties de son histoire, etc. aussi. Et je voulais dire autre chose. Ah oui, voilà. Alors, j'ai trouvé un truc intéressant. Détecto, tu disais « Je trouve l'idée des masses politisées tellement bien comme modèle, mais ça implique une éducation politique dès le plus jeune âge. Sauf que ce n'est pas possible dans la société actuelle et ça demande tellement de temps. » En fait, j'aimerais bien faire, je sais pas quand, parce que ça va me demander pas mal de boulot, faire une émission sur... alors, il y a plein de trucs, moi je suis pas très fan avec l'histoire du Parti communiste, le PCF, le Parti communiste français, mais il y a un truc qui était quand même assez ouf, c'est qu'ils avaient vraiment créé une organisation de masse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient une influence qui était très importante. Bon, ils avaient évidemment nettement plus d'adhérents qu'avant, mais en fait, ils avaient leur journal, donc qui était l'Humanité. Ils avaient une alliance avec la CGT, donc ils avaient aussi leur syndicat. Ils avaient des clubs de vacances pour les gamins. Dans les municipalités, ils mettaient en place tout un tas d'espaces collectifs où les gens peuvent se rencontrer et se politiser. Ils étaient très présents dans les bourses du travail. Et en fait, ils avaient un impact qui était très important dans la vie des gens et beaucoup d'occasions de les éduquer à ce que c'était que la politique, etc. Alors évidemment avec leur point de vue. Hein, c'était pas objectif ni neutre ni quoi que ce soit, c'était hyper idéologisé, mais en tout cas c'était une organisation de masse qui à la fois avait un impact social. Par exemple, du coup vous pouviez en tant qu'ouvrier inscrire vos gamins à la colonie de vacances pour vraiment pas cher du tout, et plein de choses comme ça en fait, et notamment dans toutes les mairies communistes il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient mises en place. Et donc à la fois un point de vue social, un point de vue éducatif. Et donc j'aimerais beaucoup faire une émission là-dessus, mais ça prendrait du temps. Et ce serait intéressant de voir aussi quel levier on pourrait utiliser aujourd'hui là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, que vous n'avez pas le temps d'attendre mon émission, que vous voulez quelqu'un de plus érudit, il y a un historien qui s'appelle Julien Michy. Je vais vous écrire son nom. Je vais regarder comment son nom s'écrit. Qui est un peu un des spécialistes de l'histoire du PCF. C'est un sociologue. En tout cas, il a beaucoup écrit sur le Parti communiste et c'est très intéressant. D'ailleurs, il a sorti un bouquin l'année dernière, voilà, Le Parti des communistes, histoire du PCF de 1920 à nos jours. Je vous écris son nom dans le chat. Et j'aimerais bien, quand j'aurai eu le temps de le lire et de l'écouter bien, etc., vous faire une émission là-dessus, ce serait top.
Égalisation, tu dis, en revanche, je ne sais pas s'il a déjà parlé de Bernard Friot, mais ça, c'est un point de vue à la fois intéressant, mais très problématique de Poutou et du léninisme latent du NPA. Ouais, je sais pas trop, effectivement. Après, Friot, je crois qu'il est toujours adhérent au PCF aussi, alors est-ce que c'est ça qui bloquerait? Je ne sais pas. Voilà. Et après, je suis tout à fait d'accord avec toi, Égalisation. Donc, il nous dit que... il me dit, j'ai du mal à considérer que l'organisation de masse qui a été le PCF peut être dissociée de son stalinisme. On a souvent tendance à l'idéaliser depuis la faillite de la gauche, mais tout ça, c'est quand même contestable, je trouve. Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit en préambule que je suis critique de l'histoire du PCF et qu'il y a plein de ces positions que je défends pas, et notamment le fait que c'était un parti qui était extrêmement hiérarchisé. Et en termes de démocratie interne, c'est pas ce qu'on connaissait de mieux. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait voir aujourd'hui ce qu'on pourrait en tirer comme fonctionnement qui pourrait être applicable sans retomber dans les mêmes travers. En attendant, je trouve que c'est quand même ce point de vue-là d'organisation de masse, je trouve que c'est un exemple, un modèle qui est intéressant et dont on faudrait voir si ça pouvait être extrait de effectivement cet aspect autoritaire qu'il y avait là-dedans. Bref, je relance la vidéo. En tout cas, je précise, merci de vos retours dans le chat. C'est hyper intéressant pour moi, c'est hyper stimulant, et je pense aussi pour les autres gens qui écoutent. Donc c'est cool tous vos retours. Voilà. Avoir besoin de discuter et avec les militants. Sur l'abstention. Oui, parce qu'il y a effectivement comment on mobilise cette société mobilisée, comment on discute ou on débat ou on affiche ses désaccords et peut-être qu'on les règle avec la sphère politique. Et puis il y a aussi l'océan de personnes qui sont en dehors du champ, alors qui ont sûrement des pratiques politiques, on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, et il y en a d'autres, mais en tout cas qui ne sont plus nulle part sur le champ partisan. Est-ce que votre objectif, c'est aussi d'aller les chercher, et avec quel discours vous allez les chercher, quel discours nouveau peut-être vous allez les chercher? Je pense aux jeunes en particulier. Ah pardon, j'ai pas remis l'interview, excusez-moi. Voilà, je l'ai remis, désolé. On voit qu'une partie des jeunes aujourd'hui, s'ils votaient, peut-être voteraient Zemmour, donc ce qui doit quand même un peu rester en travers de la gorge. Donc voilà, est-ce que ça c'est un enjeu pour vous dans la campagne, et comment on fait pour aller les chercher? On se pense pas, nous on se dit pas aller chercher... c'est pas une ambition qu'on a, parce que en fait, nous on l'a vu, c'est vrai qu'à la campagne à Bordeaux, quand on a fait les municipales avec justement des gilets jaunes, des camarades de la France Insoumise, on a vu que beaucoup de gens qui s'abstenaient ont voté pour nous. Après, dans quelle proportion, ça on n'en sait rien, mais beaucoup disaient tiens, j'ai jamais voté ou j'ai pas voté depuis très longtemps. Donc, et puis là, donc du coup, il s'est passé ça, parce que ça redonnait un peu pas d'espoir, parce qu'on pouvait pas gagner la mairie de Bordeaux et personne n'a pensé que c'est comme les présidentielles. Vous voyez, dès qu'on va quelque part, en fait, on peut pas gagner, quoi. Mais il y avait l'envie de dire des choses, de le faire entendre, et puis d'avoir quelques élus dans le conseil municipal de Bordeaux. Donc du coup, ça plaisait, ça a motivé des gens à voter. Donc on sait que de fait, il y a ça qui se passe. Et nous, on espère que si on arrive à faire du bruit, si on arrive à être efficace, si on arrive à redonner un peu la pêche ou redonner un peu de confiance dans les milieux militants ou dans le mouvement social, on sait que des gens vont voter pour nous, et ils voteraient pas par ailleurs. D'ailleurs, on pique des voix à personne en réalité, parce qu'en fait, ceux qui votent pour nous, celles et ceux qui votent pour nous, on a plutôt l'impression que c'est des gens qui ou votent plus du tout, ou vont voter, mais des fois avec peu d'enthousiasme. Donc, mais c'est pas pour ça que c'est un objectif, parce que on comprend très bien que les gens n'aient pas envie de voter. Même nous, si on n'est pas là, on voterait pas beaucoup. C'est quand même pas ça qu'il faut leur dire aux gens. Mais vous me permettrez de dire ce que moi j'ai envie de dire. C'est pas vous qui va. Vous êtes en train de dire que c'est pas ça qu'il faut dire. Ben si. Vous allez leur dire de pas aller voter. Non, mais ce qu'on a envie de dire, c'est que la question. Mais c'est même pas ça qu'on dit. C'est pas dit. Votez pour nous, bien sûr. Ah si, il faut voter pour nous, mais pas voter pour des gens qui vont nous tromper demain ou qui font semblant. Donc déjà, et puis pas voter pour des fachos ou pour des réacs. Et on préfère à la limite que les gens ils aillent pas voter plutôt que voter n'importe quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Mais le problème de l'abstention pour nous, c'est plutôt l'abstention dans les luttes. Nous, ce qui nous pose problème, c'est le climat de démoralisation qu'il y a, la résignation. Et nous, ce qui nous embête, c'est de voir des gens autour de nous qui ont plus la force de se battre, alors qu'ils sont écrasés soit au chômage, soit au boulot avec le sous-effectif, avec des bas salaires. Bon, donc du coup, nous, on essaie de redonner un peu de confiance, de redonner. C'est ça qu'on essaie de discuter. Et donc là, pour nous, l'essentiel, en fait, c'est la participation aux luttes, quoi, de comment on s'organise, comment on reconstruit, comment on coordonne. Donc c'est plus ça notre problème. Mais on espère quand même qu'à la prochaine présidentielle, plein de gens vont avoir envie de voter pour nous. Vous êtes candidat, c'est la 3e fois. Vous êtes un homme blanc déjà vu, si on peut dire.
est-ce que c'est pas un échec que même un parti comme le vôtre, à la pointe des luttes pour l'émancipation, contre les dominations, n'ait pas réussi à faire émerger quelqu'un d'autre ? Si, certainement, parce que moi j'avais pas tellement envie d'y aller, donc du coup on n'a pas réussi ce qu'on aurait pu faire. Mais voilà, mais après le problème c'est qu'on a nos propres faiblesses, des défauts qui sont beaucoup liés à nos faiblesses, et on a une marge de manœuvre qui est relativement étroite. Voilà, et on a fait le constat qu'en fait on n'a pas la liberté de manœuvre qu'on aimerait avoir. On n'est pas assez fort, on n'a pas assez d'argent, parce que là le problème qu'on a c'est les parrainages. Si on part aujourd'hui avec on s'en est pas senti capable, avec un visage inconnu dans le paysage politique actuel, parce qu'en fait le problème qu'on a c'est d'arriver à être là, mais à apparaître un peu comme légitime quand même. C'est pas si simple que ça. On l'a vu, dès qu'on dit un mot, on se fait ramasser par un ministre. Donc du coup, c'est pas simple pour nous. Et les parrainages, c'est un boulot énorme. Et aller chercher les parrainages pendant 8 mois, du coup, la majeure partie de l'organisation a pensé qu'il valait mieux un visage connu, parce que ça facilitait les relations avec les maires et ça nous permettait de nous installer un petit peu mieux dans le paysage. Vous avez vu comment on démarre. Juillet, on annonce une candidature. Première interview nationale le 13 octobre. Donc dans ces conditions-là, c'est ça que je dis, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres et on n'a pas la liberté de manœuvre de tout le monde. C'est intéressant. Je me posais la question d'ailleurs de pourquoi encore Poutou. Bon, alors après c'est peut-être c'est peut-être pas pour ça, et ça c'est peut-être la version officielle. Il y en a peut-être une autre, mais en tout cas, si c'est le cas, si c'est vraiment pour ça qu'il joue le truc comme ça, ça renforce d'autant plus ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce principe de pression de certains partis pour que les maires donnent pas leur signature facilement, c'est vraiment un déni de démocratie si ça permet pas, même au sein de petits partis, de nouvelles têtes d'émerger. Après, pour contrebalancer un peu ce qu'il dit, il y a encore quelques mois, dans son parti, il y avait Anas Kazib qui voulait se présenter, qui est un homme aussi, mais qui a par contre la particularité d'être un immigré, lui, donc qui représente pas tout à fait la même chose non plus, et qui est déjà un peu connu médiatiquement, mine de rien. Il est quand même pas mal passé à la télé avec ses luttes, tout ça, et lui donc il est parti de son côté, avec son mouvement La Révolution Permanente, et ils sont, j'ai vu là, il avait mis un message, ils sont à déjà une centaine de signatures, donc à voir s'il y arrive ou pas, mais ça pourrait peut-être contredire un peu Poutou là-dessus. Voilà. Mais vous avez bien commencé vous aussi par une première candidature, après les candidatures très puissantes. Dans un contexte politique différent. Là, on est dans un contexte politique ultra réac. Aujourd'hui, le deuxième tour, il faut voir comment ça se présente. Et aujourd'hui, l'extrême droite, elle a 4 ou 5 candidats. Donc on n'est pas du tout dans la même ambiance politique. Donc du coup, dans ces conditions-là, comment on fait ? Et là, on a trouvé cette solution-là, on se démerde comme ça. Alors on peut nous expliquer qu'on se démerde mal, on veut bien l'entendre, mais on pense qu'on fait au mieux, et ça n'empêche que on va essayer de... Le coup d'après, vous aurez trouvé quelqu'un d'autre. Le coup d'après... Parce que là, si vous avez déjà pas envie cette fois-ci... j'avais pas envie déjà la dernière fois, mais c'est pas... Mais c'est là où le problème... Mais c'est là où le problème qui est posé, c'est pas contrairement à beaucoup d'autres, c'est pas Poutou qui se présente en réalité. C'est le NPA qui se présente, et après, il se démerde plus ou moins bien pour trouver un visage. Et là, c'est le vôtre. Voilà. Effectivement, ça, pour le coup, c'est un peu à rebours des autres partis. Il y a d'autres candidatures cette année encore, celle de Lutte ouvrière, bien sûr, et puis il y a celle d'Anas Kazib, qui est un ancien du NPA, qui a quitté le parti il y a quelques mois avec les militants du courant Révolution Permanente. On a documenté ça dans Mediapart. Au-delà des reproches sur la démocratie interne, dans lequel on va pas rentrer, ces militants vous reprochaient notamment d'avoir abandonné la lutte des classes, d'avoir abandonné le terrain, de surestimer aussi le danger fasciste, c'est-à-dire peut-être de se laisser trop embarquer dans l'agenda médiatique actuel, et de vous abîmer aussi dans la compétition électorale, par exemple à Bordeaux, par exemple au moment des régionales. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces questions, à ces militants-là ? Est-ce que vous considérez que vous êtes trop loin du terrain, qu'il y a aussi un problème du parti de ce point de vue-là à s'éloigner des luttes du terrain ? Non, parce que sinon on les aurait suivis. Si on était d'accord avec eux, on serait parti avec eux.
On part pas avec eux, c'est eux qui sont partis. Il n'y a aucune critique entendable de ce point de vue. Mais c'est pas ça, mais ils ont le droit de penser ça. Et puis nous, on va pas polémiquer avec tout le monde, on va pas se disputer avec tout le monde. Ils sont partis, et voilà. Mais on peut nous dire, mais il y a la division déjà avec lutte ouvrière, maintenant il y a le CCR qui se présente. Non, nous on considère qu'on est sur le terrain de la lutte des classes, on est sur l'anticapitalisme. Après, ben voilà, c'est comme ça. Mais le mouvement social, il est pire que ça. En fait, enfin pire que ça. Il est plus divisé, vous voulez dire ? Encore plus divisé, mais ouais. Parce que là, ce qui se voit, c'est par rapport à la présidentielle. Donc il y a plusieurs, mais même à la limite, c'est pas ça qui est gênant. C'est pas la division dans une élection comme ça, parce que de toute façon, on serait, vous-même vous le reconnaissez, si on était tous ensemble, on ferait quoi 2, 3, mais on n'irait jamais au second tour. Donc ça change strictement rien en réalité. Donc il y a une division, ouais, il y a des désaccords, oui, qui sont plus ou moins peut-être, on va dire, ou justifiés ou raisonnés. Mais le problème qu'on a en réalité, c'est que le mouvement social, globalement, que ce soit le milieu syndicaliste, politique, ou même on pourrait discuter du milieu associatif, qui malheureusement est souvent dans des rapports difficiles. C'est dommage, j'aurais bien aimé parce que là, du coup, je trouve qu'il survole un peu la question. J'aurais bien aimé qu'il réponde clairement à pourquoi, selon lui, les critiques de ce mouvement-là, Révolution Permanente, elles sont pas légitimes dans son parti, quoi. Et voilà, il y a une réalité qui, par contre, nous pose problème, dans le sens où on voit bien nos propres faiblesses. Et du point de vue du combat social de tous les jours, voilà, on n'a pas cette force-là qu'on aurait peut-être pu avoir à une époque, de pouvoir donner le ton ou de pouvoir un peu faire peur au pouvoir. On n'est plus en capacité de faire peur au pouvoir. Le pouvoir, il a une peur quand même, mais une peur, à un moment donné, que les pauvres se révoltent, ça c'est sûr. Mais, il a eu peur. Mais avec les gilets jaunes, il a eu peur, et nous on aimerait bien. Les syndicats. J'ai dit, il a eu peur à un moment, et ni les partis politiques ni les syndicats n'étaient réellement derrière. Oui, tout à fait. Mais nous, ça nous pose pas de problème, parce que nous, ce qu'on espère, c'est une véritable révolte, en fait, une révolution, mais comme 1789 ou comme des mouvements assez forts qu'il y a eu récemment dans le monde, la révolte de la population chilienne, Hong Kong, le Irak en Algérie. Enfin, il y a quand même pas mal d'exemples d'une population. Ça m'étonne qu'ils prennent comme référence historique en France 1789, qui est souvent à l'extrême gauche, on dit souvent que c'est quand même une révolution bourgeoise, alors que souvent dans ces courants-là, on parle beaucoup plus de la Commune de Paris en 1870. C'est souvent beaucoup plus pris comme modèle. Je trouve ça un peu étonnant de sa part. C'est quand on connaît un peu les références culturelles de sa ligne qui parle de cette révolution-là. Population qui est très mobilisée, puis qui à un moment fait trembler le pouvoir, et avec le soutien ou pas des syndicats, des partis politiques. Mais nous, ce qu'on espère surtout, c'est qu'à un moment donné, la population, elle se trouve assez confiante ou assez forte. Après, dans le fond, je suis d'accord avec lui. Pour pouvoir s'auto-organiser. En fait, l'essentiel, c'est l'auto-organisation. Après, un parti politique, il peut servir à aider. Nous, on aimerait bien être utile à la reconstruction du mouvement social, mais les luttes qui se passent sans nous. Ça sert à quoi un parti politique aujourd'hui ? C'est à défendre les idées, puis montrer que ça existe, et puis d'aider, puis de jouer un rôle utile, mais comme nous, là, par exemple, je vous parle de Bordeaux parce que ça fait partie du temps que je passe beaucoup. Mais c'est comment on relaie des luttes, comment on fait entendre, comment on aide, et comment on se rend service mutuellement. Enfin, c'est ça, c'est important d'avoir ce rapport-là. Donc, un parti politique, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, l'idée essentielle, c'est cette idée d'autogestion, de comment, par en bas, ça s'auto-organise et ça prend ses affaires en main. Et là-dedans, les syndicats, les partis politiques ou les assos, c'est comment dans tout ça on peut jouer un rôle en se coordonnant. Une réponse rapidement à cette question. Vous êtes conseiller municipal depuis un peu plus d'1 an. Vous avez joué le jeu institutionnel de l'élection. Et donc vous êtes... Ouais, donc du coup, c'est ce que j'ai expliqué au tout début. Il a été élu à Bordeaux, il est élu d'opposition. Ils sont trois de sa liste à être élus dans la majorité d'un... Enfin, du coup, il est face à... La majorité, c'est une majorité écolo. C'est Pierre Urmich, c'est à Bordeaux. Voilà, en gros. Dans l'opposition à Bordeaux. Est-ce que ça vous amène à reconsidérer certaines critiques que vous pouviez faire sur le renoncement à gauche quand on est au pouvoir, ou est-ce que vous considérez que la majorité de Pierre Urmich a des marges de manœuvre qu'elle n'utilise pas ? Ah bah oui, la gauche est nulle, et à Bordeaux elle le montre. Non mais sans déconner, c'est fou. C'est que en fait la gauche elle a intégré un truc, c'est on peut pas.
Voilà, on aimerait, mais on peut pas. Alors là, on l'entend tout le temps, que ce soit au gouvernement, à la région. À Bordeaux, on a la région PS, le département PS, l'agglo bordelaise PS et écolo, la ville de Bordeaux PS et écolo. Et rien ne se passe, ou en tout cas de fondamental. Donc oui, il y a une capitulation par avance de la gauche. Aujourd'hui, elle est plus en capacité de se confronter à des rapaces, que ce soit dans les logements, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de la santé. Ils sont dans l'incapacité totale de faire des choses, d'avoir des mesures originales et tout simplement d'avoir des mesures qui répondent à des urgences sociales et immédiates. J'en ai parlé plusieurs fois aujourd'hui, mais dans la gauche modérée, type social-démocratie, etc., il y a vraiment un évitement de la conflictualité qui souligne bien là, c'est intéressant. Ils sont plus capables de ça. Et donc du coup, nous on essaie de les critiquer, de les secouer un peu. Bon, ça marche pas beaucoup, mais enfin, on les embête. Mais bon, ça va pas plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de comment nous on peut relayer justement et leur faire un peu comprendre. Mais c'est surtout dans l'autre sens. C'est qu'en fait, ils sont quand même la gauche. Elle est socialement déconnectée des réalités dramatiques aujourd'hui. Et voilà. Donc c'est comment on refait. Voilà. Mais l'idée, c'est même pas d'améliorer la gauche, c'est de la secouer de lui faire peur, mais c'est pas nous qui allons le faire, c'est comment les gens se mobilisent pour leur logement, au quotidien. Vous parlez d'urgence sociale, on y vient, vous restez avec nous. Philippe Poutou est dans À l'air libre, on parle tout de suite des questions économiques et sociales. Philippe Poutou, on va développer avec vous quelques points de votre programme économique et social pour voir dans quelle mesure vous pouvez justement... Juste précise, je commence à être un peu fatigué là, ça fait presque 4 heures qu'on live. Il reste un quart d'heure, 20 minutes d'émission. Je vais faire beaucoup moins de pauses si possible pour une fois finir l'émission avec vous, mais avec un peu moins de commentaires quoi. Ou rapide. Je vais plus faire des digressions. Tirer un peu le débat et l'opinion vers la gauche pour cette élection présidentielle. Cécile. Vous avez été licenciée début 2020, après la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort. Vous y avez travaillé 24 ans. Là, vous êtes employée à mi-temps par le NPA et vous venez de vous inscrire à Pôle emploi. Et apparemment, vous êtes un casse-tête d'ailleurs pour Pôle emploi. Mais par rapport aux indemnités, ils savent pas comment gérer. Mais enfin, les indemnités d'élus. Ils étaient assez contents de voir que j'étais un peu autonome. Parce qu'en fait, c'est vrai que ils ont dit vous êtes autonome, donc ils me laissent tranquille pour l'instant. Mais bon, après, il faut rendre des comptes. Il faut que je dise combien j'ai eu tous les mois. Donc là, avec mon mi-temps et avec les indemnités effectivement d'élus, c'est là, ils savent pas trop comment gérer ça. On peut cumuler avec des allocations mais donc chômage. Du coup, il faut rendre des comptes tous les mois. Donc ça se passe par Internet. Juste pour préciser, j'ai vu, en fait, Poutou, donc il a été élu au conseil municipal. Donc encore une fois, élu d'opposition, conseil municipal de Bordeaux et du coup conseil métropolitain, je crois, un truc. Enfin, c'est pas métropolitain, mais style le même truc, quoi. Communauté de communes, enfin un truc dans le genre. Et en gros, pour les deux fonctions, il touche, j'ai vu, il touche 1300 balles par mois, 1200, 1300 balles. Et du coup, c'est vrai que c'est une situation qui est un peu inédite, qui est rare, je pense, parce qu'il est au chômage en même temps, et donc du coup, comment tu déclares ça ? Parce que c'est pas un métier en tant que soi, c'est une indemnité d'élu, c'est pas un salaire plein, c'est pas considéré comme un travail plein. Et alors, voilà. Vous n'êtes pas concerné par les nouvelles mesures de la réforme de l'assurance chômage qui sont entrées en vigueur le 1er octobre. Cette réforme, vous la qualifiez comment ? Ça fait partie des saloperies du moment, quoi. C'est d'autant plus avec la crise sanitaire où on sait qu'il n'y a pas de nouveauté dans le sens où, la pauvreté, la précarité, tout ça, ça existait bien avant la crise sanitaire, mais la crise sanitaire, elle a amplifié ou elle a peut-être rendu un peu plus visible la souffrance sociale. Ça a licencié beaucoup plus facilement, des gens se sont retrouvés isolés, dans des difficultés. Et dans ce contexte-là, ils arrivent à justifier la remise en cause du droit sur les indemnités chômage, mais même la retraite qui revient maintenant. Donc dans ce contexte-là, c'est un régime, c'est là où on voit le pouvoir, à quel point il est salaud. Et il fait la leçon, ou en tout cas il explique que, et en même temps on le sait aussi, c'est que les fortunes elles augmentent, elles explosent. Et on sait que les profits, les actionnaires empochent beaucoup plus qu'avant, les milliardaires français ont beaucoup plus qu'avant. Et dans ce contexte-là, on nous explique que la santé des comptes publics passe par des remises en cause de revenus qui étaient déjà pas très importants, et en sachant que les chômeurs ils sont à même pas 50% indemnisés. La moyenne des allocations chômage, c'est 900 €, 1000 €. En dessous du seuil de pauvreté. Comment vous expliquez, après tout ce que vous venez de dire,
que cette réforme ne mobilise pas davantage. Le volet qui s'applique depuis le 1er octobre, rien que ce volet-là qui est le plus dur, ça va concerner plus d'1 million de personnes. On parle de baisse des allocations. Comment vous expliquez que ça ne mobilise pas davantage ? On parle aussi bientôt de conditions plus dures pour ouvrir des droits. On va passer à 6 mois de travail contre 4, ça va toucher beaucoup de jeunes. Comment c'est possible que ça ne mobilise pas davantage ? Vous parliez tout à l'heure de gens écrasés au chômage. Nous, c'est un peu l'explication qu'on se donne, quoi, qui paraît cohérente ou rationnelle. Parce qu'en fait, il y a tellement de saloperies aujourd'hui, ou tellement de trucs complètement dingues, on se dit, mais il y a toutes les raisons pour que ça se révolte dans la rue. Il y a toutes les raisons pour tous les jours, puis même pour fracasser plus que les symboles du pouvoir. Enfin, il y a un monde qui est pourri. On est en France, un pays qui est relativement riche. Quand on voit le niveau de misère ailleurs, on se dit, c'est pareil. Comment ça se fait que la population, elle n'arrive pas à relever la tête ? Donc nous, on l'explique du point de vue justement d'une absence de confiance en soi, enfin collective. Je parle pas psychologique là, mais un peu quand même peut-être. Et une question de perspective politique. Quand on n'a plus ça dans la tête, quand on n'a plus d'exemples, quand on n'a plus de choses qui montrent qu'on pourrait y arriver. Et là, c'est un peu ce qui se passe, parce que le mouvement des chômeurs, on en a connu un en 97. C'est ça, hein. Et c'était des occupations d'ANPE. Enfin, il y avait un mouvement fort qui a duré quelques mois. Enfin, et là aujourd'hui, on voit que des attaques encore plus graves qu'en 97 ne font pas réagir. Et donc l'absence de réaction, on peut la mettre sur le compte de gens, parce qu'en fait la crise, ça broie. Enfin, c'est pas juste une histoire financière, c'est pas juste qu'on est pauvre, c'est pas juste qu'on a moins d'argent pour consommer ou qu'on n'a plus de quoi se payer un logement correct. C'est que en fait, psychologiquement, moralement, et voilà, on le voit. Dans les manifs, ils sont même. Pas fédérés, en fait, les demandeurs d'emploi, ils sont quand même. Il y a plus la force 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Là, ça pourrait être une grosse force. Il y a eu des mouvements chômeurs, même aux États-Unis dans les années 30. Et donc là, ce qui manque, c'est ça. C'est brisé. Il n'y a plus de force pour résister. Et même la question de la légitimité, parce que ce qui se joue, c'est aussi. Et en fait, je pense que quand tu subis de la violence sociale depuis tant de temps et que tu es tellement dans la merde et que tu es tellement fatigué de tout ça, en fait, t'es désespéré, t'as même pas l'énergie de te battre pour ça. Puis je suppose que t'es déjà en train d'essayer de survivre, donc mais c'est triste, hein, ce constat. C'est qu'en fait, l'arrogance du pouvoir. Il y a un sentiment de toute façon, à quoi bon, hein, je pense. Elle sert pas juste. C'est pas juste de la prétention, c'est pas juste des gens qui font les malins et puis qui méprisent tout le monde. C'est aussi une volonté politique d'écraser. C'est-à-dire que plus on est arrogant, enfin plus le pouvoir est arrogant, plus les riches disent on est hyper riche, ça marche bien. Et les riches qui disent c'est parce qu'on est malin qu'on s'enrichit, c'est parce qu'on a eu de l'idée, c'est parce que. Et c'est aussi une manière d'écraser les gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mettre dans la tête des pauvres que si on est pauvre, c'est parce qu'on est con. Le discours. Et donc, du coup, ça, c'est une manière d'écraser aussi. Et comment on se sort de ça ? Et on n'en sait rien. Nous, on essaie avec, heureusement pas que nous, il y a tout un milieu militant, associatif, syndical, qui essaie de redonner un peu pas d'espoir, enfin, si, quand même, ou de confiance, et puis de montrer qu'on peut. Vous avez des propositions, justement, sur la réforme ou la contre-réforme, pour le coup, de l'assurance chômage ? Oui. Comment on calcule des indemnités ? Comment on définit la durée d'allocation, le montant ? Là, précisément, non, là, moi, j'ai pas, mais il y en a qui bossent là-dessus, hein. Il y a Bernard Friot, enfin, tout milieu militant, syndicalistes en tout cas, qui discutent de comment on maintient. Après, c'est la question du salaire à vie. En fait, l'idéal, ce serait ça, c'est qu'en fait. Il y a quelqu'un qui, je crois que c'est Égalisation tout à l'heure dans le chat, qui s'étonnait du fait que c'est vrai qu'on n'entendait jamais parler de Bernard Friot dans le discours du NPA. Voilà, c'est fait. Bernard Friot, que je vous recommande vivement, un économiste communiste français, qui bosse sur plein de sujets comme le salaire à vie, qu'il va peut-être décrire maintenant. À partir du moment où on rentre dans la vie professionnelle, mais même depuis la vie étudiante, nous on reprend ça. Ah oui, là c'est le salaire. Oui. Nous on fait un salaire pour les étudiants net, 1800 € net. Alors après c'est toujours pareil. Je pense que je ferai au moins une émission sur Bernard Friot. À vos souhaits. C'est que en fait la question du salaire, c'est des mesures. On peut aligner plein de mesures, mais le fond du problème, c'est la question de la répartition des richesses. Et la question de la répartition des richesses, c'est la question de qui contrôle les richesses. C'est qui domine ces richesses-là. C'est qui est en position de décider tout ça. Et donc ça veut dire, c'est pour ça que nous on discute de ces mesures-là. Et derrière, c'est la remise en cause de la propriété privée capitaliste. Et c'est même par rapport au système bancaire, ou en tout cas c'est la question de la socialisation de tout ça et les caisses de retraite
et les caisses de chômage, c'est comment ce soit à nouveau la population, les salariés, qui les gèrent directement, ce qui n'est plus le cas, ou qui est, même si ça l'a jamais été complètement, mais ça l'est de moins en moins. Donc c'est tous ces problèmes politiques qui sont posés. Donc il y a la revendication de ce dont on a besoin, et derrière c'est comment en fait on redistribue cette richesse et comment on la contrôle. Alors justement, dans un entretien au quotidien Midi Libre en août dernier, vous disiez d'habitude on nous prend pour des utopistes. Mais le capitalisme a montré son incapacité à répondre à la crise sanitaire et climatique que nous traversons, et c'est précisément le moment de parler d'une rupture avec ce système de manière plus audible. Alors allons-y, parlons-en, tout ce que vous venez de dire, reprendre la main sur les salaires, lutter contre la hausse des prix à la consommation, interdire les activités polluantes. Ça veut dire tordre le bras du patronat, reprendre le contrôle de certains secteurs clés, vous l'avez dit. Comment on fait ? C'est ce qui nous manque en fait. C'est la force pour le faire. Mais après, on a la force pour le problème, c'est que là, vous avez peut-être des idées, une stratégie pour ça. Nous, c'est la révolution. Maintenant, comment ça se construit, comment ça se fait précisément. Mais l'inverse, c'est comment on fait si on fait pas ça. On a la démonstration que ça n'arrive pas. C'est qu'on a eu la gauche, la droite, on a tout eu, et puis pas que la France. Et en fait. Quelle que soit l'alternance, c'est les mêmes attaques, c'est les mêmes reculs sociaux. Donc il y a un truc, à un moment donné, on peut discuter du système. C'est pas qui gouverne, qui est devant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la machine qu'il y a derrière. Et il y a des gens pour lesquels on vote pas. C'est le pouvoir économique, c'est Total, c'est Bolloré, c'est tous ces gens-là qui en plus prennent tous les médias parce que comme ça c'est plus pratique, on fait sa propre propagande, on fait ce qu'on veut. On a une police qui va jamais faire chier un patron qui est licencié. On va jamais vérifier l'illégalité d'un licenciement. Nous, Ford, c'est quand même terrible, c'est que la justice, elle a dit « je suis incompétente pour savoir si Ford a le droit de vous licencier ». Résultat, on est licencié. Le match nul, il n'existe pas. On est vraiment dans une société où il y a le souci de ce côté-là. Donc on fait la démonstration, ou le capitalisme fait la démonstration qu'il est de toute façon profondément injuste, que son seul intérêt, son seul souci, c'est la rapacité, se faire du pognon, et donc c'est une classe qui s'enrichit. Et puis voilà. Donc du coup, c'est logique qu'on puisse discuter de ce système-là qu'il va bien falloir transformer. Un peu comme en 1789, la féodalité faisait faillite, elle faisait la démonstration que Louis XVI et tous ces gens autour, là, ils servaient plus à rien, c'était des parasites qui vivaient bien, mais il y avait une misère. Bon, il y a eu une révolution. Parce qu'à un moment donné, on dit oui, il y a un système, c'est pas juste Louis XVI qu'on guillotine, c'est qu'il y a un système qu'il faut transformer. Et là, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là, de comment on arrive à transformer ce système. Et est-ce que vous avez dit nous... Bon, je suis désolé les gens, il reste à peine plus de 10 minutes, mais je suis éclaté là, j'ai du mal à me concentrer. Et en plus, je trouvais que ce qu'il disait, c'était bien, donc on va dire que c'est une belle conclusion. Si vous voulez regarder la fin, je vous mets le lien, il reste une dizaine de minutes, je pense que vous serez assez grand pour le regarder sans moi. En plus là je vois que comme il est un peu tard, il y a des gens qui commencent à partir, il y a un peu moins de monde, donc je pense que ça colle aussi avec le reste. Bon, pour les quelques personnes qui restent, je vous remercie d'avoir été là. Pour les personnes qui écrivent, vraiment c'est super chouette, c'est très enrichissant pour moi. Et je pense que ça ajoute à de la qualité du stream parce que ça me fait penser des trucs que j'avais pas pensé et tout ça. Donc vraiment c'est top. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Juste en 2 mots, du coup on se retrouvera lundi prochain pour une émission sur le langage et la politique. Et donc on va parler un petit peu enfin même on va parler beaucoup, comme d'habitude, des mots qui sont utilisés dans l'entreprise, dans les médias, dans les partis politiques, sur comment on va arriver à faire passer nos idées, comment on va arriver à créer une idéologie qui reste de façon durable dans la société, etc. et qui influence les gens. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y aura pas de longues vidéos débats ou interviews à regarder, mais je suis en train d'essayer de préparer plein de petits extraits de plein de sources différentes que j'essaierai de vous montrer avec des explications un peu plus larges. Voilà. Donc normalement c'est prévu lundi soir prochain, à part changement. Voilà. Est-ce que je pourrais parler de Macron à ce sujet ? J'ai pas pris de pastille sur Macron purement pour l'instant, mais je vais pouvoir faire plein de liens parce qu'en fait je vais parler de plein de termes qu'il emploie. Voilà, donc... Mais écoute, j'y réfléchis. Si je trouve un truc sur Macron, je le ferai, Mathis. Il n'y a pas de souci. Merci pour vos petits messages gentils là, de la fin aussi, c'est cool. Et puis voilà, puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos potes.
vos copains, copines, vos mamans, papas, tout ça, voilà. Faites de la pub sur YouTube et Twitch, ça ferait plaisir de voir du monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.